Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je vous souhaite la bienvenue au sein de la Faculté des Sciences de l'UNAMUR. Merci beaucoup à l'Université pour son accueil ce soir. Merci à vous pour votre présence. On est donc ici aujourd'hui pour inaugurer ensemble le Printemps des Sciences, qui a pour thème cette année, en cette édition 2025, l'eau. Un thème ô combien important, Eureka, c'est vraiment le titre de cette édition. Alors ce soir, on va débattre, on va avoir quelques invités super intéressants, vous le verrez, j'ai déjà eu l'occasion d'échanger avec eux pour préparer cette soirée. On va échanger vraiment sur des thèmes captivants, vous serez aussi invités à poser des questions à ces invités. Mais sans plus attendre, je vais plutôt inviter le ministre-président de la région Wallonne, Adrien Delimont, vous êtes aussi ministre en charge de la recherche, à venir faire un petit discours inauguratif et je vous retrouve juste après. Voilà, merci. Merci, bonjour à toutes et à tous. C'est vraiment un plaisir d'être là, d'être aux côtés des passionnés de la science, parce que je pense que c'est ça qui est mis en lumière aujourd'hui. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que je prends la parole devant vous ce soir. Peut-être pour un des rendez-vous scientifiques les plus attendus, en tout cas pour la jeune génération. Moi, j'ai été assez marqué. Je n'ai pas connu ça quand j'étais en primaire, parce que je suis jeune, mais quand même pas tant que ça, mais j'étais déjà très attentif en secondaire à ces éléments-là. Et le Printemps des Sciences a toujours été un élément très central de l'attrait des sciences. Et puis, évidemment, je suis là, comme vous l'avez dit, je reste ministre-président, mais aussi ministre de la Recherche. C'est bien à ce titre-là que je suis aujourd'hui, et aussi par la casquette de passionné des sciences. Moi-même, je suis scientifique de formation, j'ai fait des études d'ingénieur, et donc je dois vous avouer que c'était très important pour moi d'être là pour promouvoir la science, et j'ai envie de dire d'autant plus parce qu'on connaît aujourd'hui. Je ne vais pas faire des discours assez alarmistes, mais pour moi, toutes les décisions doivent se baser sur la science. Aujourd'hui, on remet pas mal en cause toutes ces décisions-là. Ça pose question sur l'évolution de la société. Donc on doit continuer le combat. Je sais que les universités le font avec beaucoup de force, donc on les soutiendra dans ce combat. Je pense que c'est important de mettre la science au devant de nos avancées. La science a apporté beaucoup à la société pour comprendre le monde. Ici, on a une thématique qui est assez centrale, avec une denrée qui est centrale à l'humanité, centrale à la vie plus largement. Donc je pense que on ne se rend pas bien compte même du rôle économique de l'eau. On aura l'occasion peut-être d'en débattre. Et même pour nous, en Wallonie, ça reste un élément très fort. Et donc c'est assez rafraîchissant de voir déjà la créativité sur Eureka. Eureka, ici, donc le petit parallèle qui a été fait, je trouve ça vraiment assez sympa, avec l'eau qui couvre 70% de notre planète, qui compose, comme je l'ai dit, la moitié de notre corps. Bref, un élément vraiment central. Mais je pense que l'eau a tous ses aspects positifs, mais on doit aussi avoir en tête que ça nous arrive le matin de voir une journée pluvieuse, et ça amène aussi le cafard. Donc il y a des éléments peut-être un peu négatifs dans cela, mais ça fait partie de la vie. Mais au-delà, c'est vraiment un enjeu majeur lié à l'eau, c'est sa gestion durable, un accès équitable, c'est de la préservation d'une ressource majeure. Bref, autant de défis que la science doit aider à relever. Donc je suis vraiment très content de cette thématique. Mais rassurez-vous, je ne suis pas là pour déjà poser le débat avant même les orateurs et les spécialistes qui sont certainement bien plus qualifiés que moi. Mais je pense que, comme je l'ai dit, il est vraiment important de comprendre les enjeux liés à cette denrée importante pour pouvoir prendre les attitudes nécessaires, même à notre niveau, les décideurs politiques, pour pouvoir réagir tant qu'il est encore temps. Et donc, trêve de jeux de mots. Je pense qu'il faut maintenant se plonger dans cela, et aussi le Printemps des Sciences est l'occasion de casser un peu les idées reçues par rapport aux sciences. Je pense que l'attrait de la science doit un peu sortir des clichés. On a toujours l'impression que le scientifique, c'est le gars enfermé dans son laboratoire qui parle avec des phrases qu'on ne comprend pas. Donc ça, je pense qu'il faut vraiment essayer de sortir de ces clichés, montrer que la science, elle est partout. Elle est dans les smartphones, elle est dans la construction des sièges sur lesquels vous êtes assis. Bref, elle est dans tout le quotidien. Donc c'est vraiment central de pouvoir faire la promotion des sciences. Et j'ai envie de dire, la science a besoin de vous. La science a besoin de vos idées, de vos curiosités, de vos talents, de votre créativité. Et c'est d'ailleurs pourquoi le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles soutient cette initiative depuis maintenant plus de 20 ans. Et je pense que c'est important de continuer. Et moi qui serai bientôt
je suis déjà papa de 2 garçons, mais je serai papa d'une petite fille dans 1 mois maintenant. J'ai envie de dire, on a besoin aussi de vous, mesdames, et je vois qu'il y en a quand même quelques-unes, parce que trop souvent, les jeunes femmes se détournent des filières scientifiques. Je pense que c'est un des enjeux qu'on doit pouvoir aussi embrasser et montrer qu'elles ont vraiment leur place dans les domaines en lien avec la science. Et j'ai envie de dire, plus encore, elles sont vraiment indispensables. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de dames qui ont marqué l'histoire, même s'il faut reconnaître que trop souvent, la société a eu tendance à cacher les réussites de ces femmes derrière les hommes avec lesquels elles travaillaient. J'ai envie de vous citer quand même quelques exemples, parce que ça permet de reciter le nom des femmes qui ont amené énormément à l'évolution de la science. La physicienne Mileva Einstein, qui a travaillé toute sa vie avec son mari, Albert Einstein, qui lui a bénéficié de l'ensemble des prix. Une autre physicienne, Lise Meitner, qui a travaillé sur le projet Uranium et a découvert le principe de fission nucléaire. Ce sont seulement ces 2 collègues qui ont aussi bénéficié du prix Nobel de chimie en 1944. La chimiste Rosalind Franklin, elle a déterminé la structure de l'ADN en hélice qui a révolutionné la médecine. Évidemment, on a tous cette image visuelle de l'ADN, mais encore une fois, ce sont ses collègues masculins qui ont reçu le prix Nobel de médecine en 1962. Enfin, Jocelyn Bell, une astrophysicienne qui a découvert les ulsars. Je ne vais pas les détailler ici ni faire un cours lié à l'astrophysique, mais c'est une découverte qui a été publiée ensuite sous le patronyme masculin qui l'accompagnait, donc son patron masculin, qui, lui, a obtenu en plus le prix Nobel de physique en 1974. Heureusement, on peut dire qu'aujourd'hui, les temps ont changé. On sait mettre aussi en lumière les réussites des femmes. Et j'ai envie d'en citer, je pense à Ingrid Dobschi, mathématicienne belge mondialement connue et reconnue pour ses travaux dans les ondelettes, à Christine Van Braakhoven, neuroscientifique, pionnière dans la recherche sur la maladie d'Alzheimer, ou encore à Françoise Chombard, chef d'entreprise et défenseuse active de la diversité dans les STEM, qui est un autre sujet aussi très important, évidemment en lien aussi avec les sciences. Mais ici, il ne s'agit bien évidemment que d'exemples non exhaustifs, et j'espère que ça permettra d'ouvrir des vocations. Et moi, à titre personnel, je dois bien avouer que je serais très fier si ma fille décidait plus tard de faire son métier, la recherche scientifique, et singulièrement dans le domaine des sciences. C'est parce que j'ai la casquette scientifique. Bon, mon épouse est droïde, enfin, elle a fait le droit pour ceux qui comprennent les acronymes, donc je sais m'entendre avec tout le monde, rassurez-vous. Mais je pense, en bref, qu'il faut vraiment casser les stéréotypes liés aux sciences. Les sciences, ça touche tout le monde. Tout le monde a la capacité de pouvoir les développer. Et je pense qu'il faut pouvoir dire aussi que la science, c'est cool. Et donc, on doit pouvoir montrer, donner l'attrait par des expériences. Et donc, des éléments comme le Printemps des sciences contribuent justement à vulgariser et à montrer que la science est partout. Et avant de terminer, et dans ce contexte, je dois bien avouer que je ne résiste pas à citer Louis Pasteur. La science n'a pas de patrie, parce que le savoir est le patrimoine de l'humanité. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, on ne doit pas l'oublier, que le principe même de la science et du savoir, c'est le partage de celui-ci, de ne pas se renfermer sur lui-même. La science est un langage universel. Tous ceux qui ont eu le bonheur, et j'en fais partie, de faire des conférences à l'étranger où, quand on ne maîtrise pas forcément la langue du collègue avec lequel on communique, mais on arrive par des éléments à faire passer cette science, c'est toujours j'ai envie de dire, grisant. Donc vraiment, bravo pour ces initiatives. On sera toujours là pour soutenir la science, profiter pleinement de ce printemps des sciences qui s'ouvre. N'hésitez pas à questionner, je pense que c'est l'essence même, questionner le monde, se poser un maximum de questions, expérimenter pour pouvoir tenter de répondre à ces questionnements. Je pense que c'est aussi essentiel. Et bref, il faut faire partie de ceux qui rêvent une Wallonie forte et ambitieuse, une Wallonie qui se donne en tout cas les moyens de l'être. Je ne vais pas ici faire un cours sur le rapport Draghi qui a mis en évidence l'importance d'investir massivement dans l'innovation. Et c'est clair que la science a un rôle central à jouer dans ces enjeux-là. Donc,
Encore merci pour votre invitation et on peut ouvrir le Printemps des sciences. Merci beaucoup Adrien Delimon et félicitations du coup déjà pour la future naissance. Bon, c'est pas la seule chose que j'ai retenue de votre discours, rassurez-vous. C'est vrai que vous avez parlé du rôle économique de l'eau, de gestion durable, d'accès équitable. Ce sont évidemment des thèmes que l'on va aborder dans notre débat tout à l'heure. Vous avez aussi pointé le rôle des femmes en sciences. Ça tombe bien, on en a 2 dans notre panel de chercheurs, chercheuses également. Et puis c'est une autre femme que j'invite à prendre la parole à présent, Annick Castillo, la rectrice de l'UNAMUR. Merci beaucoup Anne-Sophie. Donc, Monsieur le Ministre, sachez que vous êtes dans l'auditoire Rosalind Franklin. Donc voilà, c'est une façon de rendre hommage à ces femmes qui n'ont pas toujours eu la reconnaissance qu'elles méritaient. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, Monsieur le Ministre, chers collègues, chères étudiantes, étudiants, je n'en vois pas beaucoup, mais peut-être j'en vois, je ne sais pas s'il y en a. Oui? Ah, voilà, il y en a quand même quelques-uns. Chers amis de l'UNAMUR, bienvenue dans notre université pour cette conférence inaugurale de la nouvelle édition du Printemps des sciences, coordonnée par l'UNAMUR dans le cadre d'une collaboration importante entre notre université et les autres institutions du pôle académique de Namur. Alors, le Printemps des sciences est une initiative qui nous tient à cœur depuis sa création, dans la prolongation d'initiatives que nous avions nous-mêmes menées depuis longtemps pour favoriser la culture scientifique auprès des jeunes de 6 à 18 ans et les amener potentiellement à devenir des acteurs des sciences et technologies. Et nous le savons, la Wallonie a grandement besoin de jeunes qui s'investissent dans ces filières professionnelles en pénurie. En particulier, et cela a été dit par Monsieur le Ministre, de jeunes filles qui sont encore trop peu présentes dans ces filières alors que celles-ci prennent toujours davantage de place dans la société. C'est pourquoi nous avons investi, en collaboration avec nos collègues de l'ENALUX et de la Haute École Albert Jacquard, dans l'approche STEAM. Alors STEAM, ça veut dire STEM plus A dans la vision art et créativité, en se disant que peut-être en investissant dans de nouvelles approches des STEM, on pourrait attirer davantage d'étudiantes et d'étudiants vers ces filières scientifiques. Et donc, on veut aussi continuer cet investissement en collaboration avec l'enseignement secondaire et avec nos partenaires pour faire en sorte de développer une série d'outils, une série de méthodes pour faciliter l'accès aux sciences et technologies et susciter davantage d'intérêt et de vocation pour des disciplines qui, a priori, peuvent encore paraître comme rébarbatives. Alors, cette année, le thème qui a été choisi pour le Printemps des sciences est celui de l'eau. De nombreuses recherches en lien avec l'eau ont lieu depuis des décennies à l'Université de Namur et à Jean Blou Agrobiotech. Et vous aurez l'occasion d'entendre quelques-uns des spécialistes de nos universités à la table ronde qui suivra. Alors ces recherches se concrétisent également en création de spin-off. Je pense à Ibium, qui est une entreprise qui analyse la présence d'organismes pathogènes dans les eaux usées, qui a particulièrement travaillé dans le contexte de la crise Covid pour analyser la présence du Covid dans ces eaux usées, ou à Tracois, qui a développé des méthodes de monitoring des eaux souterraines pour essayer de voir comment l'hydrographie wallonne évolue. Et donc ça, ce ne sont que celles que j'ai pu retrouver, les récentes en tout cas à l'UNAMUR, et il y en a toute une série aussi dans les institutions partenaires, j'en suis sûre. C'est vraiment l'objectif aussi de valoriser les sciences dans le développement d'initiatives qui sont au bénéfice de la société, que ce soit économiquement ou socialement. Alors je voulais simplement vous dire qu'à un moment de ma vie, j'ai collaboré à un projet avec l'un des panélistes, Patrick Questemont, un projet qui était financé par la politique scientifique fédérale entre 2006 et 2009. Et ce projet, il s'appelait Pondscape. Il visait à développer des méthodes de gestion durable des plans d'eau, autrement dit, c'est des mares, ponds en anglais. Et ce projet visait, grâce à la collaboration entre plusieurs universités, belges et luxembourgeoises, à étudier la biodiversité des mares, à quantifier les effets des polluants, mais aussi des stratégies de gestion et à comprendre comment les utilisateurs avaient estimé les risques et les avantages des mares et étaient prêts à s'investir dans de nouveaux modes de gestion, dans de nouveaux comportements. Et pour répondre à ces questions, nous avons mobilisé l'écologie, la biologie, la chimie, l'agronomie, mais aussi les sciences sociales et l'histoire. En effet, il s'agissait bien sûr de comprendre l'état biologique des mares, source d'une grande biodiversité, mais aussi d'analyser des solutions pour améliorer cette biodiversité, des solutions qui impliquent une action de l'humain, que ce soit une action politique
mais aussi des comportements au jour le jour de chacun, que ce soit les gestionnaires des mares ou les individus qui côtoient ces objets de notre paysage. Et donc, s'il y a un thème qui mobilise les scientifiques d'un grand nombre de disciplines, c'est bien celui de l'eau. Bien sûr, on pense d'abord à la préservation de l'eau et au rôle de l'écologie dans ce cadre, et aussi au cycle de l'eau dans la régulation du climat, mais les questions écologiques et climatiques amènent d'autres questions. Le changement climatique accélère le cycle de l'eau avec une évaporation plus rapide et davantage de pluie. Le problème, c'est que ces pluies se distribuent de manière inégale sur la Terre. Et malheureusement, les pluies les plus abondantes vont dans les zones déjà bien arrosées et les pluies moins abondantes vont dans les zones déjà désertifiées. Et donc ça nous amène sur un terrain des sciences politiques. La pénurie en eau occasionne des tensions croissantes entre pays, mais aussi au sein de pays. Selon une étude de l'Université d'Oregon, il y a de très très bonnes recherches aux États-Unis, je tiens à le souligner, l'eau est rarement la cause première des conflits, mais elle peut les aggraver. Et on sait par exemple que l'accès à l'eau est une des dimensions dans le conflit israélo-palestinien, comme elle est une des motivations des velléités trumpistes sur l'annexion du Canada. Et là intervient le droit. Qu'en est-il de la propriété de l'eau? Dans un dossier consacré à ces questions en 2023, le CNRS citait l'exemple d'un conflit opposant le Groenland au Canada, deux pays dont on a entendu parler pas mal ces derniers temps, concernant l'appropriation par le Canada, à des fins de stockage d'eau potable, d'un iceberg à la dérive depuis le Groenland. Qui a la propriété de ces icebergs? Ou des nuages que certains souhaitent ensemencer de manière à avoir davantage de pluie dans les moments de désertification. Et l'on en vient là à tout un débat qui est juridique, économique et éthique sur les biens communs, et ce sera discuté dans la table ronde. Alors, lors de ce projet de recherche concernant les mares que je vous évoquais juste avant, notre analyse de la perception des utilisateurs nous avait permis de souligner la valeur symbolique et affective de ces petits plans d'eau qui évoquaient pour les personnes interviewées des souvenirs d'enfance, du patrimoine, de la beauté, un foisonnement de vie, un véritable sentiment d'appartenance. Et ceci se révèle aussi dans d'autres études. Il existe un profond attachement des habitants d'une région aux rivières, aux fleuves, aux lacs et même à ces petites mares, à ces petits points d'eau. Cet attachement est un levier important de sensibilisation et d'action pour préserver la biodiversité, pour adapter nos comportements en termes de consommation d'eau ou pour tendre vers toujours plus de durabilité. Je tiens à remercier sincèrement les organisateurs de nos différents établissements, la Fédération Wallonie-Bruxelles pour son soutien, ainsi que la Première qui donne à cet événement le retentissement qu'il mérite. Et j'espère que cette édition 2025 du Printemps des Sciences sera à nouveau un grand succès, malgré les grèves du rail qui s'annoncent la semaine prochaine. Donc on croise les doigts que les jeunes qui viennent d'écoles plus lointaines trouvent des solutions pour nous rejoindre. On craint malheureusement que ce soit difficile pour 500 sur les 3000 étudiants qui devraient nous rejoindre durant cette semaine. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une très belle soirée intelligente et intéressante. Merci beaucoup Annick. Et on accueille donc notre troisième orateur à présent, c'est Nicolas Vellings. Vous êtes le directeur du département des sciences, des technologies et du vivant au sein de la Haute École Louvain en Hainaut. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonsoir, Monsieur le Ministre-Président, Madame la Rectrice, Mesdames et Messieurs, en votre heureuse qualité, également chers collègues, chers étudiants, chers invités. Je suis heureux de représenter ce soir donc, les 19 hautes écoles et les 10 centres de recherche associés, au travers, entre autres, du réseau CINERA dont j'ai la présidence actuellement. Bienvenue à cette nouvelle édition du Printemps des Sciences, un événement crucial pour mettre à l'honneur des disciplines STEAM. On pourrait peut-être dire d'ailleurs à terme le Printemps des STEAM, Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics. Cette semaine est une occasion unique de célébrer et de promouvoir les métiers liés au STEAM, qui sont en pleine croissance et qui jouent un rôle essentiel dans le développement de notre société. Cependant, malgré cette croissance, nous constatons que la fraction d'élèves qui se prédestinent aux métiers STEAM ne décolle pas. Il est donc impératif de redoubler d'efforts pour susciter l'intérêt des jeunes dans ces domaines. Les hautes écoles offrent un grand nombre de formations professionnalisantes dans le secteur des STEAM,
qui, malheureusement, n'inscrivent pas assez de candidats, alors que les métiers, vous le mentionnez, sont des métiers en pénurie. Sans faire de liste exhaustive, mais dans les sciences, on va retrouver la biotechnologie, la chimie analytique, les sciences de l'environnement, physique, sciences des matériaux. En technologie, on va retrouver l'informatique, les systèmes d'information, la cybersécurité, les réseaux de télécommunications, la robotique, l'Internet des objets. En ingénierie industrielle, on va retrouver l'agronomie, la mécanique, l'électricité, la chimie, etc. Dans les arts, le design industriel, le design graphique, les animations, les effets d'art, les arts numériques, et dans les mathématiques, bien sûr, les statistiques appliquées, les data science, dont les live data science qui sont en pleine expansion. Ces formations couvrent un large éventail de domaines et offrent de nombreuses opportunités professionnelles. Elles sont essentielles pour répondre aux besoins croissants de notre société en matière de compétences techniques et scientifiques. Les hautes écoles ont dans leur mission décrétale la recherche, principalement appliquée, et les orientations STEAM sont parmi les plus importantes. La recherche appliquée est essentielle pour répondre aux nombreux défis technologiques auxquels notre société est confrontée. Ces défis ne vont pas aller en diminuant, surtout quand on observe l'évolution rapide des problèmes auxquels nous devons faire face. Nous sommes confrontés à des enjeux majeurs tels que la transition énergétique, la gestion des ressources naturelles, la lutte contre le changement climatique, la cybersécurité, l'intelligence artificielle et bien d'autres. La recherche appliquée dans les domaines STEAM est cruciale pour développer des solutions innovantes et durables à ces problèmes. Nos chercheurs travaillent sans relâche pour trouver des réponses aux questions complexes posées par ces défis technologiques. Il est donc impératif de renforcer notre engagement et de promouvoir ces filières auprès des jeunes générations. En investissant dans la recherche appliquée et en formant des professionnels compétents dans le domaine des STEAM, nous pouvons contribuer à un avenir meilleur et plus durable. Le thème de cette année, l'eau, un bien commun à préserver, est particulièrement pertinent. L'eau est une ressource vitale et sa préservation est un enjeu majeur pour notre avenir. La raréfaction attendue de l'eau potable est une préoccupation croissante à l'échelle mondiale. En effet, les changements climatiques, la pollution et la surconsommation mettent en péril nos réserves d'eau douce. Il est donc impératif de développer des solutions innovantes pour protéger et gérer durablement cette ressource précieuse. Il est également important de rappeler que la thématique de l'eau fait partie des objectifs de développement durable de l'ONU. L'ODD 6 vise à garantir l'accès de tous à l'eau, à l'assainissement et à gérer durablement les ressources en eau. Cet objectif souligne l'importance de l'eau pour la santé, l'environnement et le développement économique. Nos recherches et nos actions doivent s'aligner sur ces objectifs pour contribuer à un avenir meilleur et durable. Depuis de nombreuses années, plusieurs de nos départements haute école participent activement au Printemps des sciences. Nous mettons à disposition nos laboratoires pour les écoles secondaires et sommes ouverts à toute proposition de promotion des STEAM auprès des élèves dès 10-12 ans et jusqu'à l'obtention du CESS. J'insiste sur les 10-12 ans parce que des études récentes laissent penser que, inconsciemment, les jeunes prennent la décision de s'orienter vers les STEAM autour de 10-12 ans. Cette collaboration est essentielle pour inspirer et former les scientifiques et ingénieurs de demain. Je vous souhaite donc un excellent printemps des sciences, enrichissant et inspirant, plein de découvertes et de partage. Ensemble, continuons à promouvoir l'estime et à travailler pour un avenir meilleur. Merci. Merci beaucoup Nicolas Velling, et donc merci à nos 3 orateurs. Je pense qu'on peut toutes et tous déclarer que le Printemps des sciences, ça commence maintenant. Bon, les activités c'est plutôt la semaine prochaine, mais nous on va déjà donc démarrer ce soir avec un petit débat consacré donc à l'eau, un bien commun à préserver. Et je vais inviter nos 4 orateurs de la soirée à nous rejoindre. Je vais commencer par vous les présenter brièvement, puis ils vont chacun à leur tour prendre la parole pour aussi dire un petit peu, spécifier leur domaine de compétences, comme ça vous permettra de bien situer le débat. Ensuite, on va parler pendant 45 minutes, 1 heure, grand max, mais vous verrez, ça va passer très vite tellement ce sera passionnant. On va aborder 3 thèmes ce soir. C'est vraiment eux qui ont inspiré ces thématiques. Voilà, comme ça je vous le dis, c'est pas moi qui les ai imposées, même si j'avais plein de questions à leur poser qui me venaient spontanément, mais c'est vraiment en fonction de ce qu'ils ont souhaité mobiliser ce soir qu'on a un petit peu construit ce débat. Alors, le thème qu'on va aborder, ce sera tout d'abord
la notion de bien commun et les contrats de rivière. C'est peut-être une notion que vous connaissez déjà ou dont vous avez entendu parler. Ensuite, on parlera de qualité des eaux et de cycle de l'eau. Et enfin, on parlera de gestion du territoire. Alors, vous verrez qu'en fait, tout cela est vraiment intimement lié. Donc, je ne vais même peut-être pas annoncer qu'on va passer d'un thème à l'autre, mais comme ça, vous voyez un petit peu comment on avance et comment on progresse dans le débat. Et puis, ce sera à vous de jouer, bien sûr. Vous pourrez poser des questions à nos 4 orateurs de ce soir. Donc, si vous avez une question qui vous vient à l'esprit pendant qu'on est en train de parler, vous la notez dans un coin de votre tête ou sur cette petite chose-ci. Mais j'en profite pour vous inviter à mettre cette petite chose en silencieux, si vous le voulez bien. Voilà, je le fais aussi, je note aussi des choses dans mon téléphone, mais il est en silencieux pour ce soir. Voilà, merci déjà à vous. Et je me permets de m'asseoir parce que 45 minutes, 1 heure, voilà. Donc, on est parti pour les présentations et je commence avec vous, Aurore Degré. Vous avez bien fait de vous asseoir juste à côté de moi. Vous êtes donc professeure ordinaire à la faculté de Jean Blou. Vous êtes vice-doyenne à l'enseignement de l'ULiège. Vous êtes hydrologue. Vous vous occupez de physique des sols et de conservation des sols. Et à ce titre, eh bien, vous travaillez beaucoup autour de cette question. Comment la gestion du territoire va-t-elle influencer le cycle de l'eau? Et je vous laisse poursuivre votre présentation. Il y a déjà beaucoup qui... Je ne sais pas si ça fonctionne. Ça fonctionne. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites, en effet, et on aura l'occasion de revenir sur la gestion des territoires plus en détail. Et donc, moi, je voudrais effectivement simplement vous expliquer ce que c'est que l'hydrologie, parce que très souvent, c'est un concept un peu vague. Donc, être hydrologue, qu'est-ce que c'est? C'est simplement s'intéresser à l'occurrence de l'eau. Où est-ce qu'il y a de l'eau sur notre planète? À quel moment? Quelles sont les masses d'eau? Quels sont les flux d'eau? Et avec mon équipe, on développe des méthodes de mesure et on développe des méthodes de modélisation de ces flux d'eau. Et on s'intéresse aussi au transfert de polluants qui peut être emporté par l'eau. Et donc voilà ce que nous faisons. Et là où je rejoins complètement le ministre-président, c'est pour vous dire que l'hydrologie, c'est cool. Il y a vraiment énormément de choses à faire, il y a vraiment énormément de choses à développer. Et on a vraiment besoin qu'un maximum de jeunes se lancent dans ces thématiques-là parce que les défis sont extrêmement importants. Les différents orateurs qu'on a déjà entendus l'ont annoncé et on aura l'occasion d'y revenir. Merci beaucoup Aurore et je vais passer à présent à Patrick Questemont. Vous êtes professeur ordinaire au département de biologie de l'UNAMUR. Vous vous intéressez particulièrement à tout ce qui concerne les milieux aquatiques, l'écologie des eaux et l'écotoxicologie. Vous étudiez donc notamment l'impact des polluants sur les fonctionnements des écosystèmes aquatiques et les organismes qui les composent. J'ai tout bien retenu ? Ça fonctionne normalement. Ça fonctionne, oui. Oui. Vous m'entendez? Oui. Pas bien. Si, je... Ok. Vous avez un peu tout dit, en fait. Ils vont tous me dire ça à chaque fois et après vous verrez qu'ils auront quand même plein de choses à raconter. Toujours comme ça avec les professeurs. On pourra en parler beaucoup plus longuement. Bien entendu. Il y a beaucoup de sujets d'actualité actuellement autour des contaminants, par exemple. Et il faut savoir que l'eau, les rivières, sont généralement... Voilà, vous m'entendez maintenant? Vous voyez que c'était vert, mais... Oui. Voilà. Donc, effectivement, vous avez un peu déjà bien résumé la situation. Je pense que je vais parler effectivement des problèmes, entre autres, des polluants dans l'eau. Et Dieu sait si pour l'instant, il y en a pas mal qui font l'actualité. Si on doit parler des PFAS, si on doit parler des microplastiques, etc. Souvent, les écosystèmes aquatiques sont les récepteurs ultimes de toute cette pollution. Non seulement les rivières, et puis évidemment les océans. Et dans mon équipe, on travaille beaucoup sur la problématique de ces contaminants, entre autres, mais d'autres choses dont on parlera. Je vois qu'on a de l'eau en bouteille ce soir. Est-ce que c'est OK, Patrick Questemont? Moi, j'aime autant l'eau du robinet, personnellement. Ah ouais, quand même. Oui. Parce que vous êtes dans la commission Mais celle-là, elle est dans une bouteille en verre. Donc vous êtes dans la commission PFAS. Je suis aussi dans la commission scientifique indépendante PFAS pour, disons, conseiller le gouvernement wallon par rapport à cette grande problématique des PFAS. Donc, je suppose les polluants éternels dans l'eau de consommation. Ces polluants éternels. Pourquoi polluants éternels? Tout simplement parce que les PFAS, ce sont des molécules qui sont composées d'associations entre le carbone et le fluor. Et carbone-fluor, c'est une association, une liaison chimique qui n'existe pas dans la nature. Et comme elle n'existe pas dans la nature et qu'elle a été créée de toutes pièces par l'homme, il n'y a aucun organisme qui a pu évoluer en pouvant dégrader, par exemple, cette liaison carbone-fluor. Et donc là, on se retrouve vers des polluants qu'on dit éternels, parce que, à moins d'utiliser des moyens mécaniques, physiques, et par exemple des très hautes températures ou de très fortes pressions, il est extrêmement difficile de casser ces liens. Et donc ces polluants restent en place durant de très très nombreuses années.
Voilà. Mais il y a d'autres problèmes autour des PFAS dont je pourrais vous parler si on a le temps. Voilà, mais vous restez un consommateur de l'eau du robinet, Je reste un consommateur de l'eau du robinet parce que par ailleurs, vous savez que dans les eaux en bouteille, alors j'ai un de mes confrères d'une autre université, qu'on entend d'ailleurs souvent sous vos antennes, je ne le citerai pas, un toxicologue qui, lui, à un moment donné, a plutôt proposé aux gens d'oublier pendant un certain temps, lors de la crise des PFAS dans les eaux du robinet, d'utiliser de l'eau en bouteille. Hein? Mais personnellement, quand on sait qu'il y a plusieurs centaines de milliers de microparticules de plastique dans les eaux de bouteilles en plastique, je préfère encore l'eau du robinet. Ok. Voilà. C'est bien noté. Merci Patrick Estemont. On va se tourner de l'autre côté de notre panel et vous présenter à présent Nicolas Brasero. Donc, vous avez une formation de biologiste. Vous êtes aujourd'hui le coordinateur du contrat de rivière de la Haine. Un contrat de rivière, c'est une sorte d'outil de concertation dont la force est justement le réseau. Et ça, c'était important pour vous de le signaler, de le souligner. Oui. Donc, voilà, mon titre est beaucoup plus court. Mais en effet, aujourd'hui, je voulais aussi dire que j'étais là en tant que coordinateur du contrat de rivière de la Haine, mais à côté de moi, il y a 14 contrats de rivière en Wallonie. On est une centaine de personnes à travailler sur toute la Wallonie. Et en effet, comme vous l'avez dit, la force, je pense, une des forces en tout cas des contrats de rivière, c'est d'avoir un réseau qui est très étendu et qui touche, on va dire, presque tous les acteurs de l'eau avec qui on peut travailler. Et donc on peut facilement mettre en place en tout cas des réunions qui fait intervenir différents acteurs appropriés pour pouvoir essayer de mettre en place en tout cas des solutions sur des problématiques liées à l'eau, que ça touche peut-être à des pollutions, que ça touche à des inondations ou à d'autres thématiques sur le territoire. Donc tous les acteurs qui sont concernés par des contrats de rivière, ce sont quoi par exemple des pêcheurs, des navigateurs, mais aussi des agriculteurs, en effet, des riverains? Oui, c'est ça. Voilà. Donc en fait, on a vraiment tout un panel d'acteurs et ça va, en effet, des gestionnaires de cours d'eau. Peut-être que je pourrais en parler un petit peu après. Mais ça peut aller aussi vers le monde académique. Ça va vers les pêcheurs, comme vous l'avez dit, vers les riverains, vers les agriculteurs. Donc on a vraiment tout un panel d'acteurs qui peut agir sur le terrain. Et les contrats de rivière peuvent justement, grâce à cette mission qui nous est donnée de concertation, on peut agir au niveau local, mais après on peut également porter des projets qui se trouvent à échelle plus grande, et notamment des projets au niveau régional. Et aussi toute une activité de sensibilisation, on pourra peut-être y revenir tout à l'heure. Laura Rizzario, vous êtes professeure de philosophie, vous à l'UNAMUR. Vos compétences sont l'histoire de la philosophie ancienne et médiévale. Tiens, qu'est-ce que ça a à voir avec l'eau, me direz-vous? Comme ça, a priori, on n'a pas l'impression que ça a grand-chose à voir. Mais ce qui est important de signaler, c'est pour ça que vous êtes là ce soir, Laura, c'est que vous dirigez le Centre universitaire Notre-Dame de la Paix qui organise depuis 3 ans une chaire sur le bien commun. Là, on y vient, c'est notre thématique de la soirée. Vous travaillez sur la notion de bien commun dans le sens agir ensemble. Oui, en effet. Mais pour revenir à la philosophie antique, le premier philosophe connu au 7e siècle avant notre ère, Thalès, qui est aussi le même du théorème de Thalès, donc plus connu peut-être en mathématiques parfois, eh bien lui était arrivé à la conclusion que tout est eau et que l'eau est donc le principe, l'arché, duquel tout dépend. Donc voilà, j'ai quand même un petit lien avec ma propre matière, mais c'est vrai que je vais surtout vous parler du bien commun. Voilà, je vous propose de garder le micro et de garder la parole, Laura, vu qu'il s'agissait de notre premier thème de ce soir, de parler de bien commun et des contrats de rivière avec Nicolas. Dans le sens agir ensemble, est-ce que l'eau est par essence un bien commun ? Je dirais oui, et je vais vous commencer par une petite anecdote qui m'a beaucoup touchée. Récemment, un collègue médecin me racontait, étant très touché d'un patient, un monsieur âgé en fin de vie, lorsqu'il faisait sa tournée des patients à l'hôpital, ce patient lui a dit, il l'a appelé, et il pensait qu'il lui demandait quelque chose en tant que médecin, et lui a dit « j'ai soif ». Et mon collègue me disait, j'étais très touchée parce que j'ai senti dans cette « j'ai soif » toute l'humanité de cette personne en fin de vie qui s'exprimait. Et il dit, la soif. Et en réfléchissant, je me suis dit, en fait, j'ai soif résume peut-être l'expérience humaine la plus fondamentale. Nous savons que nous pouvons peut-être tenir sans manger, mais si nous ne pouvons pas
combler ce besoin de boire, d'avoir accès à l'eau, nous allons mourir. Et donc, je dirais, cette anecdote me permet, disons, d'une certaine manière, d'expliquer en quoi, effectivement, l'eau est un bien commun, un bien essentiel. D'ailleurs, il me semble, en 2010, l'Assemblée générale des Nations Unies a effectivement décrété une résolution qui affirmait que l'eau est un bien, un droit pour tout être vivant, pour les humains, mais pour tout être vivant. Donc voilà, pour dire, l'eau est vraiment un bien commun. Je pense que chacun peut en faire l'expérience par lui-même. Mais alors, qu'est-ce qu'un bien commun? Donc ça, c'est plus compliqué. Alors, les biens communs sont des biens dont l'accès doit être ouvert à tous. Voilà, l'eau est un bien commun, évidemment, mais dont l'usage est rival. Alors, prenons encore un exemple, l'exemple d'une rivière. Une rivière, on peut dire, c'est de l'eau, c'est un bien commun, mais la rivière est utilisée pour les uns pour naviguer, pour les autres pour abreuver les bétails, pour les autres encore pour pêcher des poissons, pour d'autres encore pour peut-être refroidir des équipements industriels, et pour d'autres pour déverser même des déchets. Alors, on voit bien que ces usages sont en contraste, en conflit, parfois incompatibles, et donc ça montre la rivalité. Alors, la question des biens communs, c'est comment gérer cette rivalité. Et c'est toute la question, effectivement. Donc, alors, il y a eu en 1868 un biologiste qui s'appelle Garrett Harding, professeur en Californie, qui a publié un article dans Science en affirmant que cette incompatibilité rend impossible la gestion de ces biens communs en tant que biens communs. Parce que si on n'est pas capable de gérer cette rivalité, alors la ressource va s'épuiser, va s'abîmer, et donc finalement personne ne va y gagner. Donc il préconisait qu'une autorité, par exemple, gère ces biens communs. En tout cas, il voulait souligner la tragédie des communs. C'est comme ça qu'il l'appelait. Mais à lui a répondu une économiste. En 2009, elle a reçu pour cela le prix Nobel d'économie, Elinor Ostrom, une femme, qui a formulé ce qu'elle appelait la théorie des communs, en montrant qu'effectivement, il est possible de gérer ces biens communs en commun. Et en disant cela, il a proposé une théorie qui transformait d'une certaine manière l'idée de propriété. Notre rectrice en a parlé. À qui appartient certaines sources d'eau, comment gérer justement. Et donc, elle a insisté sur le fait qu'il est possible, il a montré par toute une analyse de gestion essentiellement, c'est pour ça qu'elle a eu les prix d'économie, les prix Nobel d'économie, qu'il est possible de gérer ces biens en commun. Et dire que ces biens communs sont gérés en commun présuppose le fait d'accorder pas seulement à une autorité, disons, étatique, mais aussi aux usagers la responsabilité de la gestion de la ressource en, disons, séparant, en attribuant à chacun un certain nombre de droits, droits d'accès, droits de propriété, droits de vente, mais des droits qui sont établis sur la base d'une gestion qui se fait entre les usagers eux-mêmes. Donc c'est la communauté qui gère et qui veille à la répartition des droits liés à ce bien commun. C'est ça, c'est pour ça que la gestion d'un bien commun implique un faire ensemble, implique l'intervention de la communauté. Et ça, on revient à la question du politique. Ça, effectivement, c'est très important parce que alors dire que l'eau est un bien commun, ça veut dire instituer la possibilité de la gestion de ces biens communs. Ce n'est pas que l'appartenance qui est en commun, c'est la gestion qui l'est également. Et ça, c'est une tâche. C'est un défi. Et c'est un défi. Oui. Et ça, c'est imaginer peut-être un autre modèle de société plutôt que les modèles publics-privés, où il y a l'État d'un côté, puis les entreprises privées qui gèrent ce que l'État ne sait pas gérer. Mais donc, tout, c'est un nouveau modèle, tout à penser, mais très intéressant à penser. Et on a des exemples de gestion qui se passent comme de cette façon-là. J'en ai, mais peut-être par après. Si vous en avez un petit, vous pouvez y aller tant que vous y êtes. Et après, on demandera l'exemple concret dans nos régions aussi, Nicolas Brasero, pour les contrats. J'en ai un petit ou un gros qui vient de mon pays. Allez-y. Donc,
On sera du côté de l'Italie? Oui, du côté de l'Italie. Il y avait un petit indice. Hein. Oui, tout à fait. Ça vient, en fait, c'était un grand référendum qui a eu en Italie en 2011 et qui, en fait, a été un référendum très suivi. Enfin, moi, j'étais déjà en Belgique, mais par exemple, en discutant avec ma sœur, elle m'a dit que je me souviens. Hein, donc, et en fait, ça a été pour réagir à un décret gouvernemental qui avait été mis en place en 2009 qui demandait une gestion publique-privée du réseau aquifère. Et donc, les décrets prévoyaient que 40% de la propriété privée interviennent dans la gestion du réseau. Okay. Alors, cela faisait exploser les coûts aussi parce que les gestionnaires privés voulaient évidemment rentabiliser sa participation pour pouvoir répondre à ses actionnaires. Et donc, il y a eu une prise de conscience et un mouvement s'est créé, s'appelle Movimento per l'acqua, qui a commencé donc, ce référendum qui a eu un succès assez important et donc le décret a été aboli. Et donc, ça a été un mouvement de peuple vraiment très important. Malheureusement, comme dans toutes les histoires politiques, les différents gouvernements italiens n'ont pas vraiment tenu compte de cette abolition. Et donc, le seul endroit où cela s'est réalisé, c'est la ville de Naples, grâce à l'intervention des autorités locales, notamment du bourgmestre, du maire de la ville, et des deux, en fait. Lui, De Magistris, fut le premier, puis son successeur. Et alors, là, ça a été vraiment intéressant parce que donc, il a constitué un conseil d'administration composé de 5 personnes. Donc, il a créé des statuts. Il disait, je conserve les statuts dans mon bureau. Tout le temps de la mandature, il a conservé ces statuts. C'était des statuts uniques. Il a été aidé par un juriste, Stefano Rodota, à qui le gouvernement avait aussi donné la mission de revoir le code civil, justement pour la gestion des biens publics. Et donc, voilà. Il a constitué un conseil d'administration avec 5 membres. De ces 5 membres, 2 donc, qui ne recevaient aucun, gratuit, enfin qui participaient au conseil d'administration gratuitement, sans jeton de présence. Les personnes qui appartenaient à ce conseil d'administration, 2 devaient être membres d'associations de défense de l'environnement, et les 3 autres étaient nommés par le bourgmestre, mais sur la base d'une manifestation d'intérêt pour le projet. Et en plus, les travailleurs ont été associés à ces projets en tant que responsables de la surveillance du réseau. Eh bien, l'eau n'a pas augmenté de prix, que du contraire, a diminué de prix parce que les surveillants du réseau ont fait en sorte de colmater les fuites du réseau. Donc, on a épargné de l'eau. En plus, donc, il y a eu des... Donc, l'eau n'a pas augmenté. On a évidemment soustrait l'eau à toutes les questions de marchandisation, toutes les questions de spéculation financière. On a réduit les coûts, justement, pour la communauté. Et on a créé des emplois pour les chômeurs parce qu'on a demandé à des gens d'intervenir pour la gestion de ces réseaux, qui était donc une gestion vraiment intercommunale ou communale, mais à laquelle étaient associés les citoyens qui étaient responsables de ce qu'ils faisaient. Je me suis demandé dans quelle mesure, si effectivement on associait les citoyens à la responsabilité de voir comment est géré les réseaux, les questions financières, enfin nos factures d'eau sont presque incompréhensibles d'ailleurs. Hein. On ne comprend pas ce qu'on paye quand on consomme. Je me dis, si on changeait déjà cela, si on responsabilisait davantage les citoyens concernant les réseaux, qu'est-ce que ça changerait dans notre manière d'utiliser aussi. Et ça s'est fait à quelle période, ça, Annette? C'était en 2011. Ah oui, mais okay, malheureusement, voilà. Mais je viens de lire un texte de Magistris qui date de 2024. Donc, ça veut dire que cela... Et du coup, la ville de Naples a été bien gérée, même, par exemple, par extension, la question des poubelles, qui était une grosse question à Naples, a été résolue par la même occasion. Donc, voilà.
Ok, gestion commune d'un bien commun. Je vais vous laisser reposer le micro là pour le laisser à disposition de votre collègue juste après. Et je me tourne du coup vers vous, Nicolas. On a parlé de gestion commune de bien commun comme d'un véritable défi. Ce sont les mots que Laura vient d'employer. Est-ce que la gestion comme ça des contrats de rivière et de tous les gens dont vous nous avez parlé tout à l'heure qui se retrouvent autour d'une table, c'est un véritable défi dans le quotidien? Alors, on est très différent de ce qui se passe à Naples, je pense. Mais donc, d'abord, pour préciser, les contrats de rivière ne sont pas des gestionnaires, déjà. Donc, nous ne gérons pas les cours d'eau. Et donc, pour faire simple, essayer d'aller en vitesse, je vais vous faire un petit peu le topo des gestionnaires de cours d'eau en Wallonie. Alors, il existe, pour séparer, on va dire, les cours d'eau navigables et les cours d'eau non navigables. Donc, vous avez les cours d'eau navigables qui sont gérés par la Direction Générale Opérationnelle numéro 2. Ensuite, tous les cours d'eau qui sont dits non navigables, eux, sont gérés par ce qu'on appelle l'ADGO 3. À l'intérieur de ça, à l'intérieur de ces cours d'eau non navigables, vous avez des catégories de cours d'eau. On va partir sur les non classés. Donc c'est le début des cours d'eau, en partant de la source jusqu'à un certain, pour faire simple, on va jusqu'à un certain endroit. Là, c'est le riverain, le propriétaire riverain qui est gestionnaire de son cours d'eau. Ensuite, vous allez passer en catégorie 3. Là, c'est la commune qui est gestionnaire. Puis vous passez en catégorie 2, c'est la province qui est gestionnaire. Et puis vous passez en catégorie 1, et là, c'est la région qui est gestionnaire. Donc, un seul cours d'eau peut avoir 1, 2, 3, 4 gestionnaires différents. Alors, ça pose le problème de est-ce qu'on se parle ou est-ce qu'on ne se parle pas? Et là, tout est le problème. Alors, vous allez me dire, les contrats de rivière sont là pour faire de la concertation. Oui, d'accord. On essaye de faire ça. On essaye de mettre autour de la table les gens pour trouver des solutions communes et essayer de faire évoluer dans le bon sens la qualité notamment des cours d'eau. Mais ce n'est pas toujours facile. On n'a pas non plus, au niveau du fonctionnement des contrats de rivière, donc ça fonctionne comment? Pour la plupart, c'est vraiment un conseil d'administration qui est composé de personnes du monde politique, associations, et puis après vous avez la région wallonne. Ça dépend des contrats de rivière, mais je prends l'exemple du mien parce que voilà, je le connais mieux. Donc c'est 5 personnes du monde politique, 5 personnes associations, 5 personnes qui viennent de la région wallonne. Et voilà, donc ce sont des gens qui sont nommés par leur commune ou par leurs instances, mais ce ne sont pas des gens qui ont postulé, ce ne sont pas des gens qui ont donné une lettre de motivation pour pouvoir justement entrer soit au sein du conseil d'administration ou au sein de l'Assemblée générale. Donc voilà, ça fonctionne comme ça. Et je ne pense pas que ce soit la meilleure solution. Je pense que c'est compliqué, que chacun agit malheureusement un peu de son côté. Ouais. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure également, les ressources humaines aussi, malheureusement, elles ne sont pas là. Donc on fait appel à des sociétés extérieures pour pouvoir gérer le cours d'eau. Ces sociétés extérieures ont bien sûr un cahier de charges qui souvent, c'est un ancien bottin de téléphone. Je suis désolé, mais voilà, ils ne le lisent pas correctement ou autre, et donc souvent ça pose même à des problèmes où quand la gestion a été faite, malheureusement on se rend compte quelquefois que on a coupé tout le cordon rivulaire qui était là, alors qu'on avait demandé simplement de regarder aux arbres qui étaient morts ou ceux qui menaçaient de tomber dans le cours d'eau, ou alors on arrive des fois à des curages carrément des curages à fond vif, on dit ça, donc au niveau des cours d'eau, qui ne sont pas du tout les bonnes solutions et les solutions adéquates que l'on préconise aujourd'hui. Et pour bien comprendre concrètement, ça fonctionne comment en fait? Vous êtes mandaté pour aller d'initiative sur le terrain, constater quels pourraient être les problèmes qui se trouvent par exemple le long de la Haine, et puis vous les rapportez en CA, et puis vous dites qu'est-ce qu'on fait face à ce problème? Vous recevez des plaintes et vous devez y répondre, vous menez des projets à long terme, comment ça se passe? Un peu de tout. Voilà, mais donc on a parlé tout à l'heure d'une force des contrats de rivière qui était en effet ce réseau. Une des deuxièmes forces des contrats de rivière, c'est la connaissance du terrain. Donc les contrats de rivière parcourent l'ensemble des cours d'eau. Au niveau de la région wallonne, ça fait quand même, si je ne me trompe pas, c'est près de 26 000 km de cours d'eau en région wallonne. Et les 14 contrats de rivière couvrent tout cela? Oui, presque la totalité de la Wallonie est couverte par les contrats de rivière. Alors je ne dis pas qu'on va parcourir les 27 000 km, parce que quand on parle de cours d'eau notamment non classés, on est souvent sur des territoires privés, donc on n'a pas accès non plus à tout. Sûr. Mais on parcourt une grosse partie de tout ça, et on remet en évidence des points noirs ou des points d'intérêt sur l'ensemble des cours d'eau. Et grâce à ces points noirs, on peut revenir vers les gestionnaires
afin de mettre en évidence, attention, là on a des problèmes de ce niveau-là, ce niveau-là, ce niveau-là. Un point noir, ça peut être quoi, des déchets, ça peut être des espèces envahissantes, ce genre de choses? Par exemple, donc on a des déchets, en effet, malheureusement il y a beaucoup de déchets dans les cours d'eau. On peut avoir des entraves, alors des entraves qui sont naturelles, hein, comme des arbres qui tombent. Vous pouvez avoir, peut-être qu'on pourra en parler un peu plus tout à l'heure, notamment des espèces exotiques envahissantes qui commencent à envahir certains cours d'eau, certains plans d'eau. Vous avez des érosions de berges aussi, qui peuvent être soit naturelles ou causées par du bétail. Voilà, il y a plein de choses qui sont relevées comme ça au niveau des rejets également, des rejets d'eau usée. Toutes ces choses-là sont relevées et on essaie de partager ça avec l'ensemble de nos gestionnaires et de trouver des solutions pour, comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer la qualité de l'eau et faire en sorte qu'on améliore tout ça, tout simplement. Aurore Degré, vous travaillez main dans la main avec le contrat de rivière Vesdre et avec la commune de Herve. C'est l'une des communes qui est hyper dynamique, m'avez-vous dit, dans le bassin versant de la Vesdre, justement, pour mettre en place des territoires d'innovation hydrologique. Qu'est-ce que c'est donc? C'est cool aussi, ça. C'est cool aussi. Allez. Donc, en fait, on a eu la chance, quelque part, suite aux événements de 2021, que je ne dois pas rappeler, hein, vous savez qu'en 2021, il y a eu dans notre région vraiment des inondations catastrophiques qui étaient vraiment une espèce de sonnette qui devait résonner quelque part sur le fait qu'on doit vraiment se préparer à un futur qui va être très, très sollicitant au niveau climatique. Mais on a eu la chance après ça de travailler avec l'équipe pluridisciplinaire qui a construit le schéma stratégique de la reconstruction de la vallée de la Vesdre. On a pu proposer un certain nombre d'idées au niveau de, bien sûr, la restauration des berges de la rivière, mais aussi au niveau du bassin versant. Et ça, je crois que c'est un élément qui est important. On a parlé des contrats de rivière, et quand on a préparé, je l'ai déjà mentionné, ce terme, il cache un petit peu une réalité plus complexe que ça. La rivière, ce n'est pas que le cours d'eau que l'on voit, c'est tout le territoire qui draine son eau vers cette rivière. Et donc, les contrats de rivière travaillent aussi avec les partenaires au niveau du bassin versant. Et on a proposé au niveau du bassin versant toute une série d'actions qui permettaient d'améliorer le fonctionnement de ce territoire au niveau hydrologique. Et on a eu l'occasion, au travers des modèles qu'on développe, de quantifier l'efficacité de ces actions. Alors, pour être concret, de quoi parle-t-on? On parle de modifier les types de forêts qui sont dans cette région-là. On parle de restaurer les zones naturelles. On parle de modifier les pratiques agricoles. On parle aussi de toute la question de l'urbanisation. On a eu l'occasion donc de mettre des chiffres avec nos modèles pour pouvoir dire telle mesure a vraiment un potentiel d'amélioration du fonctionnement de territoire, a vraiment un potentiel d'amélioration de la réponse de la rivière en cas de précipitation aussi importante que celle qu'on a vécue en 2021. Et donc potentiellement, plutôt que de faire des grands barrages, des infrastructures, on peut agir en amont, on peut agir le plus tôt possible pour essayer de mieux faire fonctionner notre territoire. Et ça, c'est vraiment le thématique sur laquelle on travaille. Et ça, c'était encore une approche très théorique, c'était une approche sur base de modèles, c'est une approche sur base de calcul. Et à un moment donné, l'idée forcément, c'est d'appliquer la théorie à la pratique. C'est un peu frustrant de se dire, on arrange un bon rapport, on a envie que ça se concrétise sur le terrain. Et donc là, on avait besoin d'un partenariat. On est allé chercher effectivement nos collègues du contrat de rivière et bien sûr l'administration pour lancer cette idée de territoire de démonstration. Parce que certains vont être férus de rapports scientifiques, les lire et être convaincus, et puis d'autres ont envie de voir les choses, et ils ont bien raison, de voir les choses concrètement, d'observer ce qui se passe sur le terrain, de mesurer, de comparer, et de se rendre compte de tous les effets connexes aussi, parce qu'il n'y a pas que l'eau. Dès qu'on touche à une forêt, dès qu'on touche à des pratiques agricoles, dès qu'on touche à l'urbanisation, ça bouge plein d'autres choses dans notre système humain, dans notre société. Donc, on s'est engagé, dans le cadre d'un projet qui est en cours pour le moment, à identifier sur le territoire du bassin versant de la Vesdre des petits territoires d'innovation hydrologique, dont des micro-bassins versants, où parfois il n'y a même pas encore de vraies rivières qui se voient, mais c'est le début de quelque chose, des territoires dans lesquels, avec les communes, on va concerter l'ensemble des parties prenantes pour dessiner, co-construire avec eux un mode de gestion qui soit plus résilient. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont on se rend compte quand on touche à la gestion des bassins versants, c'est qu'il y a certes tous les gestionnaires des rivières, mais il y a les propriétaires des terrains, il y a les agriculteurs, il y a les forestiers, il y a les communes, il y a les intercommunales, il y a toute une série d'acteurs qui va bien au-delà des acteurs de l'eau et qui sont tous concernés par le territoire. Et on doit effectivement arriver à gérer en commun ce bien commun, donc on doit mettre tout le monde autour de la table.
Et donc nous, l'objectif, et c'est vrai que la commune de Herve, elle nous a tout de suite dit ça nous intéresse, on veut avancer avec vous, on veut y aller. Et il y a d'autres communes qui sont en train de bouger aussi. Je peux que des communes concernées par les inondations de 2021 ou pas forcément? Oui, non, elles sont les premières. Des communes qui sont dans le bassin versant de la Vesdre, parce que finalement Herve est très en amont. Mais Herve nous dit, mais nous on est responsables de ce qui se passe en aval, et ils ont tout à fait raison. Et donc ils ont envie de mettre leur pierre à l'édifice. Et puis on a rencontré cette semaine la commune de Soumagne, on va rencontrer Jalais la semaine prochaine. Est-ce que c'est plutôt ces communes qui viennent à vous pour venir voir vos petits échantillons de territoire? Alors maintenant, on a des communes qui nous disent, mais nous nous aussi, on aimerait bien, etc. Donc voilà, on est en cours, c'est super enthousiasmant, mais on va se lancer dans une aventure humaine. On va sortir de nos ordinateurs et de nos calculs, et on va se lancer dans une aventure humaine. Mais on se dit que c'est vraiment une chouette approche pour arriver à cette gestion concertée, co-construite. Et peut-être qu'on n'arrivera pas à un optimum hydrologique, mais qu'on arrivera à quelque chose qui est discuté, qui entend les contraintes autres que les contraintes hydrologiques, mais qui permet quand même d'améliorer la situation. Et c'est ça qu'on veut faire dans ces territoires d'innovation hydrologique. Et est-ce que c'est vraiment réaliste et réalisable? J'entends par là, est-ce que ce que vous faites à petite échelle il va être possible d'étendre tout cela à plus grande échelle? Je parle évidemment de moyens, qu'ils soient financiers, qu'ils soient humains ou autres. Nous, ce qu'on voudrait, c'est avoir des petits territoires dans lesquels on peut faire des proof of concept, des petits laboratoires en fait. L'objectif, c'est pas forcément d'étendre. Ah si, à terme, il faudra étendre, c'est évident. Mais on ne peut pas demander d'étendre, on ne peut pas imaginer de mettre cette solution-là partout si on n'a pas démontré, prouvé, quantifié que ça fonctionne. Si on n'a pas mis en place des techniques de concertation, des techniques de co-construction de ces situations-là. Donc voilà, on doit se lancer, et on se lance à notre échelle, de notre petit projet, mais c'est extrêmement enthousiasmant. Et dernière question, avant de passer à Patrick Estemont, quand vous parlez de territoire résilient, on parle de résilience par rapport par exemple, au changement climatique ou par rapport aussi à l'action humaine? L'urbanisation, elle va croissant, si je puis le dire, on ne va sans doute pas la reculer. Ce serait bien déjà de la maîtriser. De la maîtriser. Si je puis me permettre. Donc, on a déjà beaucoup modifié notre territoire et on aura sans doute l'occasion d'y revenir. Et ça, on l'a modifié souvent avec une intention de bien faire, mais sans forcément prendre en considération les changements que ça affecte au niveau du cycle de l'eau. Et donc maintenant, on s'en rend compte. Et donc, il y a quelque part un territoire qui est ce qu'il est, avec toute une série de législations qui sont ce qu'elles sont, de plans et programmes qui sont ce qu'ils sont et qui ne sont pas forcément optimaux par rapport à la gestion de l'eau. Ça, c'est l'état de fait. Et puis, le climat est en train de changer. Et ça, c'est un grand défi. Et le territoire est un outil de gestion du climat. Et ça, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir par la suite. Bien sûr, bien évidemment. Et donc, je me tourne vers vous, Patrick Questemont. Bon, on commence doucement à changer de sujet, mais comme je vous le disais tout à l'heure, tout est intimement lié, vu qu'on a parlé avec Nicolas, par exemple, de ces fameux points noirs, de ces déchets que l'on retrouve dans l'eau, et vous êtes un peu un spécialiste de ces déchets. J'avais envie que vous nous parliez de quelque chose qui est assez passionnant. Vous avez notamment travaillé sur les stations d'épuration. J'ai envie de vous demander assez naïvement, mais je crois que ça va intéresser tout le monde, quelle est la qualité de l'eau épurée à la sortie des stations d'épuration? Et j'espère que vous aurez une réponse rassurante. J'ai un certain... Je l'avais fermé. Oui. On veut m'empêcher de parler. Non. Bien, alors, tout d'abord, il faut remettre peut-être un peu les choses dans leur contexte. Les stations d'épuration, elles ne sont pas apparues comme ça subitement. Vous connaissez sans doute M. Haussmann, les boulevards Haussmann, les bâtiments Haussmann à Paris. C'était le premier maire à Paris qui avait décidé qu'on devait mettre tout à l'égout. Mais quand on met tout à l'égout, où vont les égouts? Et donc forcément, les égouts, ils doivent amener ça vers quelque part où on peut traiter les eaux. Donc les premières stations d'épuration, elles ont un peu plus d'un siècle, environ 110 ans. Et puis, c'est surtout dans les années 1960, que les stations d'épuration ont commencé à se construire de plus en plus. Alors je voudrais ici quand même peut-être un peu défendre aussi la Commission européenne et l'Union européenne, qui est souvent décriée, mais il faut quand même savoir que c'est grâce à l'Union européenne et à la Commission européenne, avec sa directive cadre sur l'eau, vers les années 1990, qu'il y a eu une imposition de tous les États membres à ce qu'ils prennent vraiment conscience qu'il fallait traiter l'eau des rivières, il fallait qu'on vive dans un milieu où, en fait, l'objectif de la directive cadre sur l'eau, c'est d'atteindre 80% des rivières avec une bonne qualité écologique.
Voilà. Et on en est où là? On n'y est pas encore. L'objectif, début des années 2000, c'était de l'atteindre pour 2015. Donc on s'était quand même mis 15 ans pour pouvoir atteindre cela. Et puis c'est resté une directive, ce n'est pas encore une réglementation, simplement parce qu'on n'est pas encore capable d'avoir 80% des rivières des territoires européens qui sont de bonne qualité écologique. Quand je dis bonne qualité écologique, je ne pense pas qu'à la qualité de l'eau, mais à la qualité globale de l'écosystème aquatique, qualité de la rivière. C'est-à-dire l'eau, mais aussi, disons, le contenant, pas que le contenu. Voilà. Et qu'est-ce que ça a eu, évidemment, comme conséquence, cette directive? C'est que tous les États membres ont été largement stimulés à améliorer la qualité de l'eau, et pour ça, se sont mis avec des gros programmes de construction de stations d'épuration. Et on a vu fleurir un peu partout en Wallonie des stations d'épuration. Le ministre-président saura certainement mieux que moi c'est quoi le budget des stations d'épuration, mais il y a quelques années, c'était parmi les plus gros budgets d'investissement au niveau de la région wallonne pour pouvoir épurer cette eau des rivières. Donc c'est des très gros investissements. Alors, est-ce que l'eau qui sort des stations d'épuration est de bonne qualité? Bon, ça dépend évidemment où on met le curseur. Le but des stations d'épuration, c'est d'essayer de diminuer la pollution organique. Oui. Donc abattre les concentrations en carbone, azote, phosphore, qui ont tendance à, on va dire, eutrophiser l'eau dans les rivières. Alors l'eutrophisation, c'est un concept écologique où vous avez trop de nutriments dans les rivières, donc trop d'eau usée, trop riche, et les algues qui s'y trouvent explosent, se multiplient sans cesse lorsqu'on est, par exemple, dans des journées ensoleillées comme aujourd'hui, et si la température, évidemment, suffit. Donc pour lutter contre ça, parce qu'après ces algues, elles respirent, elles meurent, elles se décomposent, et on se retrouve avec des eaux qui sont totalement désoxygénées, et tout ce qui vit dedans meurt s'il a besoin d'oxygène. Voilà. Donc le but de ces stations d'épuration, c'est de diminuer les concentrations en carbone, azote, phosphore. Et ça fonctionne très bien. Okay. Maintenant, malheureusement, on rejette dans l'eau autre chose que du carbone, de l'azote et du phosphore. On a aussi, par exemple, énormément de micropolluants qui se retrouvent dans l'eau. Et les stations d'épuration n'ont pas été conçues pour traiter les micropolluants. Quand je parle de micropolluants, je ne fais pas référence à des molécules qui seraient très petites. Je fais référence à des molécules qui sont toxiques à de très très faibles concentrations. Si on s'intéresse par exemple aux métaux lourds, du cadmium, du plomb, du cuivre, du mercure dans l'eau, généralement on essaye de ne pas dépasser le milligramme par litre. Milligramme de cadmium dans l'eau, par litre d'eau. Mais quand on parle des micropolluants, on doit essayer de rester en dessous du microgramme par litre. On est déjà dans le millionième. Voire pour certaines molécules, si on prend par exemple certaines substances pharmaceutiques, certaines hormones qu'on utilise à la fois dans la production animale, mais que aussi beaucoup de personnes doivent utiliser au travers par exemple de la pilule contraceptive, ces hormones qui sont utilisées tous les jours, eh bien elles ont des effets non plus au microgramme par litre, mais au nanogramme par litre. C'est extrêmement difficile à doser. Oui. Pour vous donner un exemple, 1 nanogramme par litre, c'est l'équivalent d'une pilule de paracétamol. Vous avez tous évidemment pris à un moment donné du paracétamol, 1 gramme de paracétamol, et vous diluez cette pilule dans 250 piscines olympiques. C'est ça, 1 nanogramme par litre. Et à cette concentration-là, certaines molécules sont biologiquement actives et ont des impacts sur les organismes qui vivent dans l'eau. Vous voyez évidemment le challenge. Oui. Le challenge, il est énorme. Oui. Et il y a les pilules contraceptives, mais il y a des tas de médicaments, il y a les ibuprofènes, paracétamol. Et c'est quoi la solution alors? Est-ce qu'on peut créer des stations d'épuration hyper performantes qui pourraient tout traiter? C'est techniquement faisable. Ah oui? Ça se fait. Ça coûte beaucoup d'argent. À quel coût? Laura disait, ou je pense que c'est Laura qui parlait de... Elle reçoit sa facture d'eau, elle n'y comprend rien. Bon, moi je l'ai un peu plus analysé, parce que ça m'intéresse. Et en fait, quand on paye l'eau de consommation, l'eau du robinet, en fait, les 80% du coût de l'eau, c'est pas pour produire de l'eau potable, c'est pour épurer les rivières à la sortie. Parce que quand vous tirez une chasse d'eau, eh bien, vous avez toute cette eau qui arrive dans ces stations d'épuration qui les épurent. Et ça, évidemment, ça coûte extrêmement cher. Donc, vous pourrez aller jusqu'à créer des stations d'épuration qui vous sortent de l'eau potable, mais c'est absolument pas acceptable pour le consommateur. Il ne peut pas aller payer une somme énorme, évidemment, pour de l'eau du robinet. Et du coup, la solution entre les deux, c'est quoi? Si on se dit on ne dépense pas tout notre argent à faire des stations d'épuration du futur, évidemment, c'est d'agir en amont. Mais on ne se contente pas d'avoir cette eau qui reste quand même un peu trop polluée à notre goût. Voilà. Donc, tout d'abord,
en sortie des stations d'épuration, les eaux sont généralement de qualité acceptable en comparaison avec l'eau qui arrive en amont. Hein, donc en aval, on essaie d'avoir des eaux aussi de qualité comparable à celle de l'amont. Elles ne sont pas potables, évidemment, hein. Mais il y a évidemment aussi la solution, ce n'est pas uniquement une solution technique de traiter de l'eau, c'est éviter évidemment les pollutions à la source, donc en amont. C'est aussi d'avoir des changements de comportement. Je vous ai parlé des problèmes de substances pharmaceutiques, hein. On a travaillé dans le cadre d'un projet européen Interreg sur ces problématiques de substances pharmaceutiques. Eh bien, les médicaments qui seront les moins polluants, c'est ceux qu'on ne consomme pas. Et si, évidemment, vous allez me dire, il faut bien les consommer pour pouvoir se soigner, mais l'industrie pharmaceutique maintenant travaille de plus en plus sur la mise au point de médicaments qui sont moins polluants, hein, qui sont plus facilement dégradables. Et puis, c'est aussi au niveau des consommateurs de ne pas mettre dans les toilettes tous les médicaments périmés, aller les reporter en officine, par exemple, et ça va déjà réduire fortement l'impact polluant de ces médicaments. D'où une série d'actions de sensibilisation, je passe du coq à l'âne, qui peut aussi être nécessaire, Nicolas Brasero, à différentes échelles. On entend ici... Oui. Et juste avant de donner la parole à Nicolas, dans notre projet européen Diadème, donc maintenant qu'on poursuit, on pourra en parler après, eh bien nous avions... Diadème, c'est la problématique de la pollution pharmaceutique. Hein, s'il vous plaît. Diadème, c'est le projet Diadème, c'était sur l'impact des produits pharmaceutiques tout à fait. en sortie des stations d'épuration. Et nous avions, justement, pour mieux transmettre l'information, ne pas rester dans notre, disons, tour d'ivoire d'académique et de faire de la publication simplement scientifique, nous avions des partenaires, dont les contrats de rivière, Haute-Meuse et Semois, et également Sambre, donc 3 contrats de rivière qui participaient en fait à la valorisation de nos résultats. En plus d'une équipe ici de communicateurs professionnels du confluent des savoirs pour diffuser au maximum les connaissances. C'est aussi très important pour Interreg. Interreg veut que les recherches que l'on mène soient connues. Du coup, je peux peut-être vous lancer sur 2 sujets. Non seulement l'aspect sensibilisation des publics, on parlait ici de pollution, de gestion de nos déchets pharmaceutiques, mais aussi peut-être sur le principe de lien que vous entretenez avec les académiques et qui semble visiblement très important, on le comprend bien. Oui, en effet, peut-être rebondir d'abord sur les liens avec les académiques. Comme vous l'avez dit, en effet, vous avez déjà collaboré sur différents programmes, notamment Interreg, avec les personnes qui sont notamment dans la salle aujourd'hui, il y en a qui sont là. Mais il y a d'autres projets aussi, il y a d'autres contrats de rivière qui collaborent, par exemple, je pense au live, des projets live, donc il y a un live Bellini avec notamment le contrat de rivière de la Seine. Si je parle par exemple de mon contrat de rivière, on vient d'ici de rendre un projet avec la ville de Mons et Valenciennes Métropole, donc un projet Interreg. On lance aussi des micro-projets Interreg avec d'autres partenaires du monde académique. Donc voilà, je pense que il ne faut plus prouver, je pense que les contrats de rivière peuvent être utiles grâce au réseau qu'ils ont et à collaborer et à surtout venir fournir des données. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, la force c'est aussi la connaissance du terrain. Et donc les données, on peut aller les chercher, on les connaît, et on peut fournir pas mal de choses. En termes de sensibilisation, oui, il y a donc beaucoup de contrats de rivière ont des pôles animation au sein de leur structure qui permettent de sensibiliser. Tantôt on a parlé des jeunes, mais je pense qu'on met un paquet aussi sur la sensibilisation des jeunes au niveau des contrats de rivière. On va beaucoup dans les écoles, on développe des animations. Alors on essaie de développer des animations qui traitent de différentes thématiques. Alors on peut traiter de la pollution, on essaie d'apprendre aussi aux jeunes comment fonctionne une station d'épuration. On a des maquettes, voilà, il y a plein de choses assez didactiques pour leur montrer comment tout ça fonctionne. On essaie de leur parler également de tout ce qui vit dans l'eau, donc tout ce qui est faune et flore au niveau d'un cours d'eau, d'une rivière, d'une mare par exemple. On a d'autres animations et notamment on a une campagne de sensibilisation qui s'appelle, qui tourne encore, mais qui s'appelle Ici commence la mer. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Donc c'est une campagne avec des macarons. Ici commence la mer. Donc c'est des macarons qu'on a distribués donc en collaboration notamment avec la SPGE. Et donc c'est des macarons en pierre de lave qu'on a distribués partout en Wallonie et qui sont à mettre au niveau notamment des avaloirs, pour faire comprendre aux gens que voilà, ne jetez pas là parce qu'in fine ça va retomber dans vos rivières et puis dans l'océan. Donc il y a ce genre de campagnes qui sont mises en place. Je parle d'autres actions, je peux prendre un autre exemple que d'autres contrats de rivière, que beaucoup de contrats de rivière font aussi, c'est par exemple
aller dans des classes avec des aquariums. Donc on arrive avec des classes, dans des classes, on pose des aquariums, on leur fait élever des poissons. Donc on arrive avec des œufs. Généralement, ça c'est du saumon, ça c'est de la truite qu'on peut retrouver chez nous. Donc les œufs éclosent, donc les alevins grandissent, et donc ils ont toutes des animations comme ça pendant 2-3 mois, et puis après on va relâcher avec eux tous les alevins en rivière. Donc voilà, on essaie de sensibiliser un maximum pour que nos jeunes puissent se rendre compte de ce qu'on a chez nous et de pouvoir le respecter, par la suite. Et ça rejoint à nouveau, Laura, la notion de gestion commune. J'imagine que dans la gestion commune de biens communs, mais tout le monde est important, tous les acteurs sont importants, quel que soit leur âge. On parle ici des élèves dans les écoles, quel que soit leur degré de compétence. Vous êtes tous académiques ici autour de ces tables. Tout le monde est partie prenante de cette gestion commune? Oui, bien sûr. Tu l'avais coupé. Vengeance. C'est vrai, c'est un running gag. Hein. Oui, bien sûr. Donc c'est une question de concertation et de collaboration. Je dirais, effectivement, dans la sensibilisation, on peut ranimer comme la responsabilité et donc faire sentir que la question concerne chacun à partir de soi. Et ça, c'est très important. Maintenant, dans ce que je dis comme gestion des biens communs, il y a quelque chose de plus, parce que ce n'est pas seulement... Je crois que c'est ça qui est important et c'est ça qui permet aussi d'imaginer un modèle alternatif de société alternative. J'ai cité le cas du rapport public-privé, comme si finalement c'est les privés qui doivent s'investir essentiellement dans la gestion aussi de ce qui est public. Je dis dans l'idée des communs, il y a quelque chose en plus qui implique véritablement une autre conception de la propriété. Et c'est ça qu'il y a, ce lien plus, et pour ce qui est des biens communs, cela est vraiment important, je crois. Notamment parce que ça implique que les usagers déterminent entre eux différents degrés d'accès, par exemple, aux biens, différentes manières. Donc, ce que Aurore disait sur l'aménagement du territoire est très, très intéressant de ce point de vue-là, parce qu'il y a des propriétaires qui sont propriétaires des terres, mais donc il faut établir pour ces propriétaires, pas leur retirer la propriété, évidemment, mais gérer en commun veut dire donner à ces propriétaires un certain accès, par exemple, à ce qu'est leur propriété, mais les concerter de telle manière que, par exemple, on puisse travailler aussi sur leur propriété en vue d'un aménagement du territoire qui peut servir tous. Donc c'est vraiment, c'est des petits exemples, mais c'est vraiment ce changement de regard sur ce qui est la propriété. Et je trouve que dans notre société qui est essentiellement ancrée sur l'idée de la propriété privée, cela constitue un changement assez radical. Et comme disait Aurore toujours, je crois que ces changements ne peuvent advenir que du bas. C'est pour ça que la concertation et la construction ensemble, les faire ensemble est fondamentale, parce que je pense que si ces changements viennent du haut, ça ne prendra jamais. C'est vraiment un changement qui ne peut se faire que petit à petit. Mais c'est important que ça commence à se faire. Mais il faut aussi une acceptation du haut. Tout à fait. Et donc là, c'est la collaboration du politique. Collaborer et être partie prenante. Tout à fait. Et donc là, c'est l'intervention, la dimension politique, au sens large. Au sens noble du terme. Au sens noble du terme, qui est la participation citoyenne, la participation des autorités locales et puis la participation du politique, je dirais, au niveau régional, fédéral, plus large. Mais donc, c'est tout cet ensemble d'acteurs qui doivent se mettre ensemble. C'est pas facile, mais je crois que ce n'est pas une utopie non plus. Enfin, moi, je travaille sur ce thème parce que je suis persuadée que nous devons chercher de nouveaux modèles de gestion de notre société, parce que la société telle qu'elle est, ça ne va pas. Donc, nous voyons toutes les crises que nous traversons et il faut essayer d'imaginer quelque chose d'autre. Il faut peut-être faire comme avec les équipes d'Aurore, tester sur des micro-territoires, inviter d'autres à venir voir si ça fonctionne ou pas, et puis voir si le modèle est applicable ailleurs, quand on en revient à la modélisation. Tout à fait. Mais du coup, j'en viens à vous, Aurore. On va peut-être venir enfin à cette fameuse gestion du territoire, réfléchir un petit peu comment cette gestion des terres, notamment, et là, pourquoi pas s'axer sur les terres agricoles, va aussi influer tout ce qui est cycle de l'eau. Vous êtes hydrologue, donc on va un petit peu lier
ces deux thématiques, je vais dire, et je vous laisse poursuivre là-dessus. Oui, tout à fait. Et là où il y a vraiment un enjeu important, c'est que demain, les sollicitations seront bien différentes de celles qu'on connaît aujourd'hui et de celles qu'on a connues dans le passé. Et c'est vrai que la première idée, c'est toujours de venir sur les terres agricoles. Ouais. Et j'ai envie de dire, et c'est logique. Pourquoi ? Parce que ce sont en général des terres sur lesquelles on a des grandes emprises, sur lesquelles on peut vraiment faire quelque chose qui a de l'impact. Et souvent, ce sont aussi les terres qui sont de bonne qualité. C'est important de les préserver parce qu'elles sont de bonne qualité. Elles permettent d'infiltrer beaucoup d'eau, ce sont des terres profondes, et donc elles peuvent vraiment jouer un rôle très significatif dans le cycle hydrologique. On l'a montré dans le bassin versant de la Vestre. Mais ça ne veut pas dire pour la cause que les agriculteurs sont responsables de quelque chose. Ils sont simplement gestionnaires d'un territoire qui peut rendre un service à la société. Mais par ailleurs, c'est important aussi que l'ensemble des parties prenantes qui sont dans le bassin versant, les riverains qui ont fait une véranda ou qui ont imperméabilisé leur terrasse, etc., quelque part, ils font une petite goutte, et c'est les petites gouttes qui font la rivière à la fin, qui font la mer à la fin. Donc c'est important de concerter tout le monde, mais c'est vrai que sur les terres agricoles, sur les terres forestières, sur les grandes terres de friche, les grandes zones de friche, il y a vraiment des choses que l'on peut réaliser et qui vont permettre d'amortir le cycle de l'eau. Je ne sais pas si vous connaissez, mais j'imagine que vous y êtes sensibles ici dans la salle, la notion de limite planétaire. Vous avez sans doute tous entendu parler de ça. Vous avez entendu il y a quelques années les nouvelles disant attention, les limites planétaires relatives à l'eau viennent d'être dépassées. Et les limites planétaires relatives à l'eau, elles séparent l'eau en deux domaines, l'eau verte et l'eau bleue. L'eau bleue, c'est celle dont on parle depuis tout à l'heure, l'eau qu'on voit, l'eau qui est dans les rivières, l'eau qui est aussi dans les nappes. L'eau verte, c'est celle qu'on ne voit pas, qu'on oublie parfois et pour laquelle il faut toujours rappeler, oui mais c'est important, les territoires c'est important. L'eau verte, c'est celle qui est dans les sols, c'est celle qui est dans la végétation. Quelque part, c'est aussi l'eau qui supporte notre système alimentaire, donc elle est vraiment importante à bien des égards. Et il y a quelques années, on a annoncé les limites planétaires relatives à l'eau sont dépassées. Est-ce que ça veut dire qu'on va manquer d'eau ? Pas forcément. En fait, les limites planétaires, pour l'eau, elles expriment la variabilité du cycle hydrologique. Elles expriment le fait que l'amplitude de variation des débits des rivières est en train d'augmenter. Donc on a de plus en plus de débits très élevés et plus souvent, des débits très faibles et plus souvent, ce qui est problématique d'ailleurs pour la qualité de l'eau. Donc en gros, on a des très très fortes pluies et des épisodes de sécheresse assez intenses, pour le traduire un peu dans notre quotidien. On a vraiment des amplitudes de variation qui augmentent et des fréquences de variation qui augmentent. Donc un cycle hydrologique qui s'accélère. Et la même chose au niveau de l'eau dans les sols et de l'eau dans la végétation, des sols qui peuvent s'assécher beaucoup plus fort qu'auparavant et des sols qui vont parfois être gorgés d'eau pendant très longtemps. Et c'est cette variabilité qui augmente, qui dépasse largement la variabilité qu'on observait dans l'ère pré-industrielle, qui tire la sonnette d'alarme et qui dit attention, en matière d'eau, les limites planétaires ont été dépassées. Et le phénomène va en s'accélérant parce qu'il y a ce qu'on va appeler, nous, dans notre jargon, des boucles de rétroaction négatives. Une terre sèche va évaporer peu, et donc il y aura peu d'eau dans l'atmosphère, et donc il y aura peu de pluie, et ainsi de suite. Et donc, il faut arriver à amortir le cycle de l'eau, à redistribuer l'eau quand elle nous arrive dans le territoire, à la stocker au maximum, alors que par le passé, on a eu tendance à l'évacuer le plus vite possible, lui permettre de s'infiltrer, lui laisser de la place quand on en a trop. Et tout ça, c'est vraiment des actions qui demandent une gestion territoriale. Et là, il y a vraiment des leviers à activer, effectivement chez les agriculteurs, chez les forestiers, dans les friches, sur l'ensemble de notre territoire. Et c'est un nouveau modèle de société complètement, parce que par le passé, on a déjà modifié complètement notre territoire dans une optique de production. On a été capable de le faire. Le remembrement agricole a été capable de modifier complètement nos paysages dans un objectif unique de productivité. Idéalement, demain, pour se préparer au changement climatique et pour amortir le cycle de l'eau, on devrait réimaginer nos territoires pour amortir le cycle de l'eau et une meilleure gestion hydrologique, et qui sera nécessaire aussi pour la biodiversité, pour notre système alimentaire. Mais sans que cela nuise à la productivité, c'est ce que j'allais dire, il faut pouvoir concilier les deux. Absolument, il faut concilier différents objectifs. Et concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire changer par exemple les arbres qui habitent nos forêts progressivement, se dire qu'on plante de nouvelles essences, qu'on va mettre davantage de haies, qu'on va changer notre façon de cultiver ou ce qu'on cultive ? Alors, il y a une notion de diversité qui est importante. Ouais. On a eu tendance par le passé dans les forêts à faire des plantations monospécifiques, donc une seule espèce en randonnion très productive.
c'est des forêts qui sont très fragiles. On entend parler de sécheresse, de crise de scolyte, ces maladies qui arrivent sur ces plantations, notamment d'épicéas. Ça montre bien que quelque chose qui est monospécifique est fragile. De la diversité est toujours beaucoup plus résilient. Et donc, si on plante une forêt qui est diversifiée, feuillue, avec des enracinements plus ou moins profonds, eh bien, les années de grande sécheresse, les arbres qui ont les racines les plus profondes, ils vont passer le cap, ils vont s'en sortir. Et d'autres années, ce seront les arbres d'enracinement superficiel qui vont bien se déployer. Dans l'agriculture, on a été vers des grandes parcelles agricoles, les plus grandes possibles pour permettre la mécanisation. Alors, je ne suis pas du tout en train de plaider pour que les agriculteurs recommencent la traction animale et recommencent des travaux des champs qui sont pénibles, ce n'est pas ce que je dis. Mais il y a quand même une taille de parcelle raisonnable à rechercher et surtout, parce qu'on a parlé beaucoup d'eau, mais la gestion des sols est aussi une ressource très importante. Et l'eau et le sol, c'est un petit peu comme le corps humain et le sang, on ne peut pas vraiment les dissocier. Des parcelles qui sont un peu plus raisonnables, mais dont le dessin prend en considération le paysage et le relief, de manière à ce que très régulièrement, on ait du stockage, on ait de la redistribution d'eau, on ait la possibilité pour l'eau de s'infiltrer. Pour le moment, nos parcelles, elles sont faites pour être carrées, pour que l'agriculteur puisse rouler bien droit. Peut-être que ça nous amènera à mettre des courbes, mais ça existe, ça se fait ailleurs dans le monde, c'est très joli par ailleurs, et ça peut vraiment permettre de beaucoup mieux capter ces taux de pluie qui va nous arriver. Vous savez, on a de la chance en fait dans notre région, parce qu'il va toujours pleuvoir autant demain par rapport à aujourd'hui. Mais il ne pleuvra plus du tout de la même manière. Il pleuvra pendant de très longues périodes, des quantités importantes, et puis plus rien pendant plusieurs mois. Et donc si on a pris le soin de garder l'eau qui nous est arrivée, si on l'a évacuée le plus vite possible, pendant la période de sécheresse, ce sera très compliqué et des conflits vont émerger. Et donc c'est vraiment très important de garder l'eau quand elle nous arrivera et d'organiser notre paysage pour que ce soit possible. Et ce sera au bénéfice de la biodiversité, aussi d'une certaine esthétique du paysage, je pense qu'on peut le défendre. Ce sont des nouveaux paysages. Et comme je le dis, on a déjà été capable de faire ça. On peut le refaire. Il n'y a pas de raison qu'on puisse mais pas de recommencer. manière complètement systémique, en fait, en intégrant les différentes parties prenantes et les différents objectifs. Oui, c'est là qu'on entend que vous rejoignez toutes et tous pas mal sur la notion de concertation, cette gestion commune de biens communs. Petite dernière question pour vous, Patrick Questemont. Tout ce dont Aurore vient de parler, à savoir la variabilité du climat, attention micro, prenez votre temps. Je vérifie. Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous analysez, vous, au niveau de la toxicité des eaux et des écosystèmes aquatiques? Est-ce que cette variabilité des climats a un impact aussi sur... Oui, alors de toute manière, lorsque l'on parle de... Le micro est allumé. Oui, oui. J'ai rien dit. De toute manière, lorsque l'on parle de variation des débits, oui. Effectivement, on va aussi avoir de très très fortes variations des concentrations en polluants. C'est ça. Parce que lorsqu'il y a des grands débits, des périodes avec vraiment des débits très importants, les rejets d'eau usée sont toujours similaires à ce qu'il se passe lorsqu'on est en période de sécheresse. On a forcément un phénomène de dilution. Et donc, comme vous le savez, la toxicologie, c'est une question de dose qui fait le poison. Et donc, si vous augmentez la concentration, évidemment, vous augmentez l'effet toxique, enfin, disons, en tout cas, le risque d'impact. La toxicité ne change pas, mais la concentration augmente, et donc le risque augmente également. Donc, en période d'étiage, on a évidemment souvent beaucoup plus de problèmes de concentration en substances toxiques. Maintenant, il faut bien faire attention. Par exemple, on a un peu parlé des PFAS, hein, donc c'est ces nouveaux polluants éternels, émergents parce qu'on ne s'en occupe que maintenant. Donc, beaucoup d'entre eux sont déjà interdits. Sont interdits depuis des dizaines d'années. Si on parle du PFOS, PFOA, PFNA, tout ça, ce sont des substances qui sont déjà interdites. Donc on a déjà constaté depuis très longtemps, depuis des dizaines d'années, que ces substances étaient dangereuses pour l'environnement, dangereuses pour l'homme. Malheureusement, il y en a plus de 6000 des PFAS différents, et on a légiféré sur quelques-uns. L'industrie chimique, évidemment, a le pouvoir de changer simplement quelques formules chimiques, et ça ne tombe plus dans la législation, mais ce n'est pas pour autant qu'on a résolu évidemment le problème, ce sont des nouvelles molécules. Le problème, c'est qu'on a beaucoup axé sur la problématique des PFAS dans l'eau du robinet, parce que c'est vrai que boire de l'eau du robinet qui contient des PFAS, ça fait peur. Il faut quand même savoir qu'on était dans des concentrations quand même extrêmement faibles, dans la très très grande majorité des cas. Il y a eu quelques points noirs qu'on connaît, dont on a entendu parler, Chièvre, Ronquière, Nandrin, etc., qui pour certaines raisons
ont été plus fortement contaminés que d'autres, mais des PFAS, on en trouve partout. Dans l'eau, on en trouve à des concentrations extrêmement faibles. Dans l'environnement aquatique, on en trouve à des concentrations extrêmement faibles, tant qu'on s'intéresse à l'eau. Mais les PFAS, ils ont un grand problème. À côté d'être évidemment non biodégradables et extrêmement persistants, ils sont aussi ce qu'on appelle bio-amplifiables. Ça veut dire que quand vous avez des organismes qui vivent dans l'eau, ils vont absorber ces PFAS, ils vont les concentrer. Puis ils vont être mangés par d'autres organismes qui vont encore les concentrer. Et puis par d'autres, et par d'autres. Et finalement, on se retrouve au sommet d'une chaîne trophique, par exemple dans des poissons ou dans des oiseaux piscivores, dans des cormorans, avec des concentrations en PFAS qui peuvent être des centaines de milliers de fois plus importantes que ce qu'on retrouve dans l'eau. Et donc moi, je m'inquiète plus en fait de la contamination des PFAS sur l'environnement au travers de l'augmentation de la chaîne trophique que de la concentration dans l'eau en tant que telle. Vous voyez ? Et je suis un peu étonné, par exemple, que dans certaines réglementations européennes, on interdise la commercialisation de certaines substances, du poisson d'eau douce, par exemple. Vous ne pouvez pas le commercialiser si, dans la chair du poisson, la concentration PFAS est supérieure à 45 000 nanogrammes par kilo de poisson. Je vous ai dit 45 000 nanogrammes. L'interdiction sur l'eau de boisson, l'eau du robinet, la norme que la Commission européenne propose, c'est de ne pas dépasser 100 nanogrammes. 100 nanogrammes par litre d'eau, 45 000 nanogrammes par kilo de poisson qu'on peut manger. Donc là, il faudra qu'on m'explique pourquoi les normes sont aussi différentes. Ouais. Bon, il y a des explications derrière, mais tout de même, il y a un gros travail à faire à ce niveau-là, au niveau justement de ces PFAS, parce que ce n'est pas juste une pollution au niveau de l'eau, mais c'est aussi tout ce qui se passe dans l'accumulation, dans la chaîne trophique, et finalement dans l'environnement, dont on consomme aussi une partie. En fait, tout est lié. S'il vous plaît. Tout est lié, tout est lié, en fait. Oui, voilà. Oui, et oui, d'où l'importance effectivement de la cohérence des réglementations pour qu'on s'y retrouve un petit Exactement. peu, aussi bien vous que nous, consommateurs et scientifiques. Voilà. J'avais une petite intervention à faire par rapport à ce que parlait Laura. Je me permets de vous inviter doucement à terminer, parce que je pense que ça va bientôt faire 1 heure qu'on est en train de débattre, et j'aurais voulu vous inviter tous les 4 à peut-être faire un petit mot de conclusion, et le temps que vous y réfléchissiez, que vous passiez le micro l'un à l'autre, vous réfléchissez aussi aux questions que vous avez posées à nos intervenants de ce soir. Ce sera à vous de jouer dans un instant. Allez-y. Oui, je voulais juste faire une petite intervention par rapport à ce qu'avait dit Laura sur cette espèce de concertation. Dans d'autres domaines, si on parle de conservation de la nature, l'Europe, de nouveau, a mis en place depuis quand même plus de 20 ans le système Natura 2000. Oui. Et le système Natura 2000, c'est vraiment un système de concertation entre des propriétaires, des utilisateurs, de manière à essayer de promouvoir la conservation de la nature dans des régions qui sont quand même surpeuplées par rapport au reste du monde. Est-ce que vous prenez cela en guise de conclusion? Est-ce que vous voulez rajouter un autre petit mot de conclusion? Ou alors je viens à Laura et je reviens. Je vais passer la parole à ma philosophe. Allez. Merci. Eh bien, moi, si j'ai un mot de conclusion en vous écoutant aussi, c'est qu'il me semble que la question de l'eau bien commun est beaucoup plus large que la question de l'eau bien commun. C'est-à-dire que s'intéresser à la défense de l'eau, me semble-t-il, contribue à une réflexion qui est sociale, politique, environnementale, et donc s'intéresser au bien commun, aux ressources communes, à l'eau en particulier, c'est bien si essentiel, nous projette dans une dimension qui va au-delà de la question de l'eau. Et je crois que cela est important, donc c'est très intéressant de s'intéresser à ces questions pour élargir les regards et se dire, voilà, cela nous invite à une réflexion éthique, sociale, politique, et c'est peut-être de cela que nous avons besoin, en fait. Quelque chose, une réflexion beaucoup plus globale, finalement, et globalisante. Et cette réflexion va réjaillir sur la manière, après, de gérer les biens communs. Donc, et ça étant dans une institution universitaire, enfin, nous pensons, enfin, moi, en tout cas, je pense souvent à mes étudiants, je me dis, voilà, c'est l'essence aussi de notre métier, d'éveiller, d'enseigner, de transmettre en vue de cette réflexion qui est une réflexion plus globale. Et commune. Et commune. Aurore Degré, à vous. Mais la transition va être assez simple parce que j'imagine effectivement ce que vient de
de dire, Laura, vous êtes des vulgarisateurs des sciences pour beaucoup d'entre vous dans la salle, vous êtes au contact des jeunes qui se questionnent sur éventuellement se lancer dans les sciences. J'espère qu'aujourd'hui, on vous a donné des éléments, des arguments pour les convaincre qu'on a besoin d'eux, pour les convaincre qu'en se lançant dans ces études scientifiques, et vous savez que les domaines peuvent être extrêmement différents, ils peuvent être vraiment utiles pour la société et que c'est vraiment un enjeu majeur de reconstruire une société qui soit beaucoup plus respectueuse de ses biens communs et du vivre ensemble et d'agir ensemble, et qu'il y a des métiers techniques là-dedans, il y a aussi des métiers humains, mais donc on a vraiment besoin d'eux, et donc il faut vraiment les encourager à se former dans ce qui leur parle pour cette gestion commune des biens communs. Et il nous reste Nicolas Brasero. Oui. Oui, moi je voulais dire, donc en tant qu'acteur de terrain, je pense qu'on voit quand même que les mentalités commencent un peu à changer. Je pense qu'on voit qu'il y a des choses nouvelles qui arrivent. On se pose beaucoup plus de questions. On arrive à convaincre aussi certaines personnes. Mais je pense que pour que ça fonctionne, il faut de l'accompagnement. Donc moi, c'est ce que je remarque sur le terrain. Si on n'accompagne pas et si on ne tire pas, je veux dire, si on n'insiste pas sur la thématique, ça bouge très 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 difficilement. Je pense par exemple, je voulais en dire un petit mot, mais on a 2 conventions pour le moment qui sont financées par la région wallonne. Une convention qu'on appelle CURI, pour du culture du risque inondation, mais qui vise vraiment à la résilience du territoire par rapport à tous ces problèmes d'inondation, où on accompagne notamment nos communes qui sont super demandeuses et qui, voilà, notamment avec nous, peuvent aussi amener on peut les amener aussi à une réflexion, et nous pouvons aussi les amener vers d'autres acteurs pour pouvoir essayer de rendre le territoire plus résilient. On a une autre convention également, qui est la convention sur les espèces exotiques envahissantes, où là aussi, c'est une thématique qui est très spécifique, et là où vous allez avoir des gens, au niveau des contrats de rivière, qui se sont formés à ça, qui maintenant ont une connaissance derrière, et qui peuvent apporter un support. Et c'est là où on doit aller accompagner notamment les gestionnaires, les propriétaires privés à pouvoir gérer toutes ces espèces exotiques, en tout cas en faire en sorte qu'elles se développent le moins possible. Et là, je me tourne peut-être aussi vers Monsieur le ministre-président en vous disant qu'on a 2 conventions, c'est vrai, qui se terminent au mois de juin. Et donc on a quand même 30 personnes qui se posent des questions pour le moment. Merci. Voilà, et Patrick Estemont, je vous laisse une dernière fois la parole également. Oui, parce qu'en tant qu'écotoxicologue, j'ai parfois, d'ailleurs, dans mes cours, j'ai parfois l'impression de passer des heures à faire peur aux étudiants, en leur expliquant qu'au départ, on avait des organochlorés, puis on a eu des organophosphorés, puis maintenant, on a de tout, des PFAS, des PCB, des dioxines, etc. Tout de même, je voudrais terminer par une note positive. Mon prédécesseur, le professeur Jean-Claude Michat, dans les années 70, lorsque le département de biologie était créé, il a fait quelques expériences, donc il s'intéressait aussi déjà à l'écologie des cours d'eau. À l'époque, on pouvait un peu faire ce qu'on voulait avec les animaux, et il avait placé dans des cages des petits goujons, vous voyez, ce petit poisson, dans la Sambre, et il mesurait le nombre de minutes qu'il fallait avant que les goujons meurent dans l'eau de la Sambre, ici à Namur. On en est quand même maintenant très très loin. Grâce à tous ces programmes d'épuration, de préservation de la nature, etc., on est quand même avec des cours d'eau qui sont globalement, moi je peux dire, de très bonne qualité. Voilà. Et maintenant, vous avez des tas de poissons dans la Sambre. Il y a même eu, bon, c'est un peu farfelu, mais ce qu'on appelait les castor rangers qui voulaient réintroduire du saumon dans la Sambre. Bon, il n'y a probablement jamais eu de saumon dans la Sambre. Mais pour vous dire que quand même, on est arrivé avec des cours d'eau qui sont quand même de nettement meilleure qualité qu'il y avait il y a ne fût-ce que 30-40 ans. Ça veut dire qu'on pourrait bientôt organiser les Jeux Olympiques dans nos eaux à nous. Il y aura moins de débats qu'à Paris. Moi, j'ai déjà nagé dans la Meuse, sans problème. Ça va? Je ne le ferai peut-être pas dans la Seine à Paris. Ah oui, ok. Donc on est mieux lotis qu'eux. Absolument. Ah bah ça c'est génial de le savoir et de terminer là-dessus. Merci beaucoup en tout cas. Allez, chose promise, chose due. Ah ben on a même Annie qui va venir vous distribuer le micro si vous avez des questions à poser à nos intervenants. C'est à vous de jouer, vous levez la main et le micro viendra à vous. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites, je le concède. Ah ben voilà, je vois 2 mains déjà qui se lèvent. Merci. Merci d'abord pour
le débat. Quand je vois l'eau, un bien commun à préserver, ça me fait penser un peu au discours de Charlène de Scollonges. Je pense que vous connaissez Charlène de Scollonges, qui parle en fait de la nécessité que l'eau soit un enjeu de pouvoir, de démocratie, de politique. Et je voulais savoir, de votre point de vue en Belgique, comment ça se concrétise et s'il y a besoin de concrétiser plus loin dans le but d'avoir un bien commun à préserver. À qui souhaitez-vous spécifiquement adresser votre question ? Je pense que la question s'adresse à peu près à tout le monde, parce que dans tous les domaines, entre guillemets... et si vous deviez choisir une personne, je ne vais pas dire que c'est votre préféré, mais parce que sinon, à mon avis, on va relancer le débat pour longtemps. Soit Madame Degré, soit Monsieur Brasero, je pense que sont plus à même de répondre à la question, puisqu'ils sont en contact avec des projets sur le terrain. Du coup, est-ce qu'on peut repiquer votre micro ? Attention, parce qu'il l'a peut-être éteint au passage. Hein. Ça, je dis rien. Je ne suis pas 100% à l'aise pour répondre à cette question-là, parce que moi, je suis plutôt du secteur technique quelque part. Mais j'entends bien, et je pense que Laura aurait peut-être plus d'éléments à donner par rapport à ça, qu'il y a un enjeu, effectivement, à mettre la gestion de l'eau au centre de toute une série de politiques qui sont concernées en fait, par la gestion de l'eau et qui ne la considèrent peut-être pas. Je pense peut-être à l'aménagement du territoire, ou des choses, ou même à ce qu'on a déjà évoqué pas mal sur la gestion des forêts, la gestion des zones agricoles, la gestion de l'urbanisation. Donc il y a effectivement une question de centration sur l'eau qui n'existe pas suffisamment. Après, comment le faire ? C'est une question que je me suis déjà posée, mais je ne suis pas spécialiste de la science politique et de l'organisation de tout ça. Mais je constate simplement, à mon niveau, ce que je peux faire, c'est constater que quand on veut effectivement mettre en œuvre les projets dont on a parlé très brièvement aujourd'hui, on a un nombre d'interlocuteurs incroyable. On a un nombre de personnes à mettre autour de la table et qui le font avec beaucoup de bonne volonté et qui sont conscients des enjeux, mais qui est vraiment colossal. Alors, par curiosité, j'ai regardé un petit peu ce qui se passe en France avec les syndicats de bassin versant, qui sont des structures qui rassemblent à peu près le même genre de personnes que les contrats de rivière chez nous, mais qui ont vraiment un rôle de gestionnaire. Est-ce que ça va mieux là-bas ? Et est-ce que c'est un modèle qu'on pourrait transposer chez nous ? Et effectivement, de leur dire ce n'est pas forcément optimal non plus. Mais je pense que ça vaudrait vraiment la peine de se poser la question de quelle est la meilleure structure pour gérer un bien commun comme celui-là. Pour le moment, notre gestion n'est pas optimale du tout. Et je le dis très franchement. Parce qu'il y a trop de parties prenantes, il y a trop d'acteurs, il y a trop de séparation. Il faut regarder l'organigramme de l'administration, mais où il y a de l'eau partout. Ça veut dire qu'il y a de l'eau nulle part, de manière centralisée quelque part. Après, comment faire pour bien le faire ? Là, moi, je suis qu'une pauvre hydrologue, je ne suis pas spécialiste de ce genre d'organisation. Je vais passer le micro peut-être à Laura. Oui. Mais moi, je ne suis pas politologue non plus, je suis une petite philosophe. Mais ce que vous dites me fait penser que, ça je n'ai pas dit, mais les slogans qui avaient servi al Movimento per l'Acqua en 2011, c'était « Si scrive acqua e si legge democrazia ». Donc on écrit eau et on lit démocratie. Comme quoi, ils s'étaient vraiment bien rendu compte que la question de l'eau était une question qui allait bien au-delà de la question de l'eau, c'est-à-dire que c'était une question aussi de comment gérer les biens communs, donc de la participation citoyenne. Moi, je ne sais pas, mais je pense que, en tout cas pour la petite expérience que j'ai des biens communs ou du bien commun tel qu'on l'a un peu vu pendant ces années dans les recherches qu'on fait et dans la chaire qu'on organise, c'est que chaque fois, il existe en Belgique, pas autour de l'eau, mais autour d'autres choses, des réalités qui commencent vraiment à réaliser cette gestion en commun des biens communs. Mais c'est toujours des petites réalités locales, comme Aurore montrait. Donc je pense qu'on part du bas et que c'est à l'intérieur et lorsque des problèmes concrets ou des situations concrètes le permettent, qu'on peut commencer à organiser la gestion des biens communs autrement. Et je répète, je pense que les droits commencent aussi à changer sur ce point-là. Donc la manière, donc mes collègues juristes affirment aussi bien au niveau du droit européen, du droit international que du droit civil. Donc il y a déjà toute une autre manière. Les droits commencent à s'intéresser à la question et c'est très important. Et puis, voilà, il y a des situations qui les permettent et que donc, petit à petit, à partir du bas, ça fera tâche. Et c'est vraiment une politique
qui est une politique au sens noble du terme, comme déjà les anciens la concevaient, c'est-à-dire vraiment l'intérêt pour la cité, pour la communauté. Et lorsqu'on commencera à penser que la communauté, la cité, est vraiment l'horizon de l'accomplissement des individus. Donc ce qui doit changer, à mon avis, c'est aussi la place que l'individu occupe dans notre espace culturel. Et ça, c'est un travail d'éducation, un travail lent, mais petit à petit, peut-être qu'on arrivera, et moi je suis persuadée que c'est seulement en changeant cette place que l'individu occupe. L'individu ne peut pas disparaître, l'autonomie, la liberté individuelle ne peut pas disparaître, mais elle doit s'accomplir dans un horizon qui est un horizon de la communauté, donc politique au sens noble du terme. Mais ça sera à partir du bas. Non, c'est très bien, il n'y a pas de souci, vous pouvez le garder un petit peu si vous voulez. Il y avait une autre question à côté d'Aline. Ah ben voilà. Je vais juste réagir par rapport à tout ce qui vient de se dire, parce que donc moi j'ai le plaisir d'être la collègue de Nicolas et d'agir sur le contrat de rivière de la Sambre. Donc on a été effectivement partenaire de Diadème avec l'Université de Namur. Et aujourd'hui on est embarqué dans un projet qui s'appelle Sambre 2030, qui a comme objectif de donner une personnalité juridique à la Sambre et qui regroupe tout un tas d'acteurs. C'est parti de Olivier Pestiot, qui est un artiste en fait, et qui a réussi à regrouper autour de lui des universités, le contrat de rivière. Alors on travaille avec le SAGE de la Sambre, qui est l'équivalent du contrat rivière-Sambre du côté français, et donc qui a cet objectif de donner une personnalité juridique à la Sambre et qui part en fait du droit de la nature. Alors c'est un concept international. Je ne suis pas la mieux placée pour en parler, et malheureusement Olivier n'est pas là aujourd'hui, mais c'est effectivement un concept qui commence à faire un peu de tâche, et de se dire que finalement, quand on parle de droit de la nature, on parle en tant qu'humain utilisateur de la nature, et finalement, est-ce que la nature elle-même a le droit de s'exprimer? Et donc on se rend compte qu'il y a par exemple dans certaines entreprises, dans les conseils d'administration de certaines entreprises, il y a une personne qui représente la nature en tant que telle. Et donc effectivement, en tant qu'usager de la nature, j'avoue que les interventions de Madame Riserio étaient assez interpellantes par rapport à ça. C'est de se dire, finalement, on gère ensemble un bien commun, mais finalement, est-ce que ce bien commun a une place et a une voix délibérative dans toute cette gestion? Voilà. C'est un peu philosophique comme manière de fonctionner. C'est à tout le moins conceptuel, parce que c'est vrai qu'on se demande comment elle va s'exprimer, cette voix. Toute façon, par le biais d'un utilisateur ou d'un gestionnaire de ce bien commun. Mais donc, ça sort, je dirais, ça sort de mon job de coordinatrice d'un contrat de rivière avec des missions qui sont bien définies. Mais c'est intéressant de se poser cette question-là et de faire partie, je dirais, de ce mouvement-là, et en tout cas d'en être le témoin, on va dire. On m'indique que Xavier est là. Xavier peut répondre, je pense. Ah ben voilà. Et Xavier, peut-être que vous pouvez vous présenter à l'Assemblée. Oui, donc je suis juriste. J'étais professeur de droit ici à la faculté de droit et droit de l'environnement. En ce qui concerne la personnalité juridique, j'avais justement une question plutôt pour la personne qui s'occupe des contrats de rivière, en demandant si le rôle des contrats de rivière va changer, notamment parce que il y a effectivement des tentatives pour dire qu'on pourrait donner la personnalité juridique à un fleuve. On a essayé pour la Sambre, on essaye pour la Loire, et on a essayé aussi pour des forêts, et même dans certaines régions pour des requins. Bon, ça dépend un petit peu de la culture dans laquelle on vient. Alors si on demande aux juristes ce qu'ils en pensent, ils sont plutôt réservés, parce que qu'est-ce qu'on a fait en Europe occidentale et aux États-Unis? On a les choses qui sont à exploiter,
et puis le sujet ou les groupes de sujets qui s'en occupent. Donc il y a comment dirais-je, une espèce de façade ou de lapalissade entre les hommes qui ont un sujet, qui ont la volonté et la conscience, et la nature qui n'en a pas. Alors, ça ne marche pas comme ça dans toutes les cultures. Si on regarde Descola, on a vu que Descola a montré qu'il y avait un rapport au monde qui n'était pas le même dans toutes les nations. Mais les juristes pensent que, étant que nous sommes dans l'Occident, où il y a un partage radical entre les sujets et les objets, ce qui n'est pas nécessairement bien, parce que ça arrive au point où on ne contemple plus la nature. On l'exploite et donc on fait des déchets, et puis les déchets, dans la plus radicale de M. Trump par exemple, eh bien les déchets c'est pour les autres. Et donc, mais c'est effectivement que les fleuves qui ont un poids symbolique, de même que les arbres, sont sujets dans certaines cultures à une certaine personnalité juridique. Les juristes ici occidentaux n'y sont pas très partisans parce que nous avons des sujets, notamment l'action en justice, c'est ça le problème sur le plan juridique et judiciaire. Nous avons les outils en gardant, si vous voulez, une espèce de rupture entre les sujets et les objets. Et il y a eu un arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles, non, une décision du tribunal de Bruxelles en matière de changement climatique qui a dit, dans l'état du droit positif à l'heure actuelle, les arbres n'ont pas droit à aller en justice. Donc c'est le droit positif maintenant, mais il peut comment dirais-je, s'évaluer. Par exemple, si vous prenez les animaux, on a aussi dit qu'il n'y avait pas de personnalité juridique, mais on voit que dans le Code civil, le livre 3, il y a quand même un article qui dit maintenant les animaux ont une sensibilité et il faut les respecter. Bon, c'est la première fois que dans le Code civil, on fait une espèce de privilège spécial pour les animaux qui ne sont pas des sujets, mais qui ne sont plus tout à fait des objets. Et donc ça pourrait... Et on pourrait doucement tendre vers cela pour nos rivières. Si je suis la démarche qui... Ah, pardon. Ah oui, c'est moi, pardon. Voilà, j'en ai fini. Ah ben voilà. Et donc c'est Nicolas Brazero que oui, c'est ça. Et très bien. Aussi une question en plus. Oui. Comment vous voyez votre insertion dans la politique de l'eau, puisque dans la politique de l'eau, il y a une directive cadre 2000. Qu'est-ce que vous voyez comme rôle en tant que gestionnaire de contrats de rivière? Est-ce que vous voyez comme un lanceur d'alerte, comme quelqu'un qui s'appuie sur le principe comment dirais-je, pas du pollueur-payeur, mais plutôt de prévention? Dans quelle est la collaboration que vous avez avec le SPOE, par exemple? Oui. Alors, c'est pas simple comme question, mais mais après je te laisserai peut-être répondre si tu veux également pour compléter. Mais en effet, donc en tant que contrat de rivière, nous le rôle que l'on se donne actuellement, c'est vraiment d'avoir étant donné qu'on a cette connaissance de terrain, c'est qu'on peut faire remonter les informations que l'on a sur le terrain vers les différents gestionnaires. Donc, nous, notre rôle n'est pas de la police ou de devoir mettre des PV à X ou Y en fonction d'une problématique qu'on rencontre sur les cours d'eau. Et je pense que ce n'est pas la volonté non plus des contrats de rivière. On veut pouvoir toujours garder un accès à nos cours d'eau et pouvoir toujours avoir la carte de la sensibilisation. Donc nous, on veut plus jouer cette carte-là en tant que contrat de rivière. Maintenant, nos relations avec les gestionnaires, elles sont là. Vous avez des cartographies, donc tous les contrats de rivière travaillent de la même manière, avec un programme qui s'appelle Fulcrum actuellement, mais qui va peut-être changer après, on verra, mais dans lequel l'ensemble des cours d'eau sont parcourus et tous les points noirs sont relevés. Vous avez des dizaines de milliers de points noirs sur toute la Wallonie qui sont cartographiés dans toutes les thématiques qu'on a pu parler tout à l'heure. Tout ça est accessible à l'ensemble des gestionnaires. Donc, voilà, en tant que contrat de rivière, voilà ce qu'on peut apporter, nous, comme plus-value. C'est ce parcours des cours d'eau qui, comme je disais tout à l'heure, c'est des milliers de kilomètres parcourus. Je ne pense pas que d'autres personnes le fassent au sein de la région. Donc voilà comment nous, on peut apporter notre expertise et on peut apporter notre aide. Maintenant, je ne sais pas, Donatienne, si tu veux aller un peu plus loin par rapport à ça, voilà, on n'ira pas dans un autre... En tout cas, moi, je ne me vois pas aller dans un autre rôle que celui-là.
Je vais surtout répondre à la question de monsieur par rapport à la directive cadre eau européenne. C'est qu'en fait, les contrats de rivière ont été créés par la Wallonie. Donc, les contrats de rivière dépendent d'un arrêté du gouvernement wallon. Et l'organisation des contrats de rivière, pour répondre à un juriste, n'est-ce pas, c'est un des chapitres, en fait, du Code de l'eau wallon qui explique comment sont gérés les contrats de rivière. Et donc, nos missions sont définies dans un arrêté du gouvernement wallon pour répondre... En fait, les contrats de rivière sont une des réponses du gouvernement wallon à la directive cadre eau européenne qui impose donc effectivement aux États membres ce bon état dont a parlé M. Questemont. Donc, je dirais qu'on a une personnalité... Enfin, on a une existence juridique. Oui, une légitimité qui dérive directement en fait de cette directive cadre eau européenne et du Code de l'eau wallon. Et on est d'ailleurs financé à 70% par la Wallonie. Et donc, je dirais qu'en fait, on est des ASBL, nous sommes des ASBL indépendantes, mais pour ceux qui s'y connaissent un tout petit peu, on est des UAP de type 3. Donc, en fait, on a une majorité de nos financements qui viennent de la région wallonne. Et donc, on a évidemment des comptes à rendre vis-à-vis de la région wallonne et des rapports, et à la fois financiers et des rapports d'activité par rapport et je dirais l'ensemble de nos missions, donc entre autres l'inventaire de terrain dont parlait Nicolas, est repris dans l'arrêté du gouvernement wallon qui explique quelles sont les missions du contrat de rivière. Merci beaucoup. Je propose que s'il y a encore une petite question, on peut, voilà, par exemple de l'autre côté, Aline, je te fais courir. Enfin, je propose, et désolée si j'en frustre certains, que ce soit peut-être la dernière question et qu'ensuite peut-être le débat pourra se poursuivre en coulisses ou en dehors de cet auditoire. Comme ça, on aura bien respecté notre contrat de gestion du timing. Et voilà, désolée d'avance pour les autres, mais je suis sûre que vous pourrez peut-être les uns et les autres vous rendre disponibles de façon plus individuelle ensuite. On vous écoute. Voilà. Donc l'épuration de l'eau, aujourd'hui, ça se passe... Enfin, le tout à l'égout passe par l'eau, qui est un véhiculant pour éliminer nos détritus. Mais on a aussi appris, enfin, notamment moi dans ma formation, que le sol était le meilleur bioépurateur. Pourquoi continue-t-on à vouloir stocker des flux d'eau qui sont parfois tellement grands qu'on a des stations d'épuration? Oui, mais qu'à un moment donné, les portes doivent être ouvertes et qu'on lâche du non traité dans les cours d'eau parce qu'à un moment donné, le flux d'eau est trop grand. Alors qu'on pourrait retrouver une direction plus saine et plus naturelle, comme le font tout le reste du règne animal et végétal, le retour vers la terre qui est vraiment le meilleur filtre, que ce soit pour tous les problèmes de pilules, de produits chimiques, etc. Tout ça passant dans le sol, là il y a toute la microfaune, etc., qui mange déjà beaucoup de choses, qui dégrade beaucoup de choses. Que dans l'eau, on est juste dans une évacuation du problème et on ne veut plus voir, on met au loin, quoi. Et je me disais, pourquoi dans ce sens-là, on a, c'est vrai, certes, avancé avec des stations d'épuration, et l'humain est ainsi fait qu'à un moment donné, quand il a avancé dans une direction, il est difficile parfois de revenir et de repenser qu'en fait, les toilettes sèches, ça a l'air tout bête comme système, mais ça résout tout le problème de beaucoup de toxiques dans les cours d'eau. En France, dans le nord de la France, il y a une société qui a mis en place des récupérations de toilettes humides, mais dans les écoles, pour pouvoir faire en fait de l'engrais qu'on a besoin pour les terres agricoles, par ailleurs, plutôt que des engrais chimiques, pour pouvoir utiliser cette matière organique qui en plus fait que des sols qui sont plus riches en matière organique retiennent plus l'eau. Et donc là, ça rejoint le projet de l'hydrogéologue, d'avoir des sols qui sont plus des éponges, parce que les argiles sont plus, le complexe argilo-humique est plus important. Et donc pourquoi ne pas renourrir un peu aussi cette direction-là dans la réflexion au niveau des tissus de... Et là, j'imagine que vous vous adressez davantage à Patrick Questemont, c'est pour ça qu'on lui a déjà remis le micro, mais peut-être qu'Aurore a un complément à apporter aussi juste après. Oui, mais c'est une question extrêmement complexe, effectivement, qui peut être aussi traitée très, très largement au niveau de l'aménagement du territoire. Alors c'est vrai que y a un pouvoir auto-épurateur, que ce soit des sols, mais aussi même de l'eau. Une rivière a un fort pouvoir auto-épurateur. Le problème, c'est que nous vivons dans des régions
à très haute densité de population, où la pression en eau usée est largement excédentaire, et que voilà, si on retourne, bon alors après il y a 36 systèmes d'épuration, y compris les microcentrales d'épuration, hein, qui permettent aussi de résoudre en partie le problème. Vous avez raison que lorsque on a des gros coups d'eau, des fortes pluies, malheureusement on n'a pas un double système d'égouttage, donc tout arrive au niveau des stations d'épuration. Ça devrait être à double système d'égouttage pour les eaux de pluie et pour les eaux usées. Mais de nouveau, c'est un coût énorme en termes d'infrastructure, de construction d'égouttage. Ça éviterait en tout cas la sursaturation dans les stations d'épuration qui finalement sont alors à ce moment-là totalement ouvertes. Hein, l'eau passe à travers simplement, elle n'est même plus épurée. Mais là, il faut quand même avouer qu'on bénéficie dans ce cas-là de ce très fort pouvoir de dilution lors des grosses pluies, qui fait que malgré tout, le problème n'est pas trop sévère, même au niveau des toxiques. Voilà, moi je n'ai pas vraiment la solution, c'était aussi un petit peu en dehors de ma zone de confort. Je ne suis pas un hydrologue, je préfère passer la parole à Aurore, qui a peut-être plus de réponses par rapport à ça. Ce sera complémentaire dans tous les cas. Oui, ce sera complémentaire parce que je suis aussi un petit peu à côté. Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, la densité est importante. Je veux dire, on a une concentration de polluants ici. Les sols ont un pouvoir épuratoire. Et c'est vrai qu'on oublie parfois ce cycle naturel, finalement, que les excréments, qu'ils soient animaux ou humains, sont des fertilisants pour les sols et qui permettent la production végétale. On a parfois tendance à oublier ça et puis à évacuer ces déjections d'un côté, puis à apporter des fertilisants synthétisés chimiquement par ailleurs. On est en train, effectivement, et là vous avez raison, de dégrader la qualité de nos sols, à force de pousser ce système-là, de dissocier un petit peu, de casser les cycles, de dissocier les systèmes. Est-ce que ça peut tout résoudre? Je crois quand même que non, et qu'il restera des questions importantes en matière de qualité de l'eau. Vous savez, j'ai une doctorante qui termine là pour le moment sa thèse. Elle vient de publier un article où elle a pu démontrer à quel point les sols en partie pouvaient dégrader les pesticides quand ils sont dépandus sur les terres agricoles, sous certaines conditions, dans certains contextes, avec certains types de sols. Mais elle a aussi pu démontrer que tous les modèles qui aujourd'hui sont utilisés pour les agréments de ces pesticides, pour démontrer qu'on ne les retrouvera pas dans les nappes souterraines ou dans les rivières, sous-estiment systématiquement les transferts, soit du pesticide lui-même, soit des molécules filles, donc des métabolites, des produits de décomposition. Donc le sol, certes, a un pouvoir épurateur, mais on lui en demanderait vraiment beaucoup, parce qu'il y a cette concentration et parce qu'il y a toutes ces molécules de synthèse, pour certaines qui ne sont pas dégradables et qui sont dans notre environnement, quoi. Donc, oui, ça fait partie certainement de la solution, mais on a créé des problèmes encore de plus grande ampleur que cela. Très bien. Eh bien, je vous propose qu'on en reste ici, sauf si l'un d'entre vous l'avez encore. Juste un petit mot par rapport. Pardon, désolé. Non, sans juste un petit mot par rapport au phénomène de dilution de l'eau. Je suis d'accord, oui et non, dans le sens où il faut savoir que dans des milieux qui sont très peuplés, vous allez avoir un problème qui se pose. Donc il faut savoir que nos réseaux d'égouttage sont unitaires. Donc on n'a pas un réseau d'égouttage qui est dédié aux eaux usées et un réseau d'égouttage qui est dédié aux eaux de pluie, par exemple. Okay. Donc dès qu'il va pleuvoir, et en Belgique il pleut quand même assez souvent, le réseau d'égouttage va gonfler. Donc, et alors à partir de ce moment-là, comme on l'a dit tout à l'heure, on a une dilution en effet, et vous allez avoir des soupapes de sécurité au niveau des réseaux d'égouttage qui vont s'ouvrir, qu'on appelle des déversoirs d'orage, et qui vont s'ouvrir où? Dans les rivières. Alors ok, problème de une dilution qui est importante, je suis tout à fait d'accord, mais il y a autre chose qu'on retrouve dans des territoires très peuplés, c'est la problématique des lingettes. Des lingettes, vous pouvez en ramasser à la tonne dans les cours d'eau. Justement à cause de ce problème-là. Quand vous avez les déversoirs d'orage qui s'ouvrent après une grosse pluie et que vous avez eu des lingettes qui ont été jetées dans les égouts, les lingettes elles vont stagner un moment, les pluies elles vont faire quoi? Elles vont faire une chasse et vous allez tout retrouver dans les cours d'eau. C'est un des gros problèmes qu'on a dans des territoires qui sont très peuplés et c'est notamment un des problèmes de session d'épuration. La première étape de session d'épuration c'est le dégrillage, c'est une grille. Souvent c'est colmaté tout le temps et c'est un des gros problèmes qu'ils ont. Donc voilà, ça c'est un autre problème qu'on ne connaît généralement pas, mais qui pose vraiment un gros problème au niveau de la qualité, notamment de nos cours d'eau, mais aussi de tout ce qui est faune et flore aquatique qui est associé.
Voilà. Et votre question suscite aussi une envie de Laura d'ajouter son petit grain de sel. Comme ça, on aura refait un tour de table complet pour conclure juste une petite chose, parce que je pense à la question sur la personnalité juridique qui représente la nature. Et la question des langettes me donne envie d'ajouter juste ceci. En fait, ce qui représente la nature, c'est nous. Et donc, si nous étions réellement responsables, nous pourrions tous représenter la nature, c'est-à-dire la respecter. Et c'est en ce sens-là, donc la relation, comme Xavier disait à propos de Descola, dans d'autres cultures, peut-être la relation et le rapport entre l'homme et la nature est différent. Peut-être que nous avons accentué, je reviens sur cette individualité davantage pour pouvoir nous séparer de ce tout qu'est le cosmos. Et donc là, peut-être que la question des langettes montre bien que si on était plus responsable, on jetterait les langettes dans la poubelle et pas dans les WC pour que ça se retrouve dans la rivière. Mais ça, c'est une question de notre rapport à la nature. Voilà. Merci Laura. Et merci à vous quatre, en tout cas, pour votre belle participation. Merci à vous pour votre écoute, vos participations également. Et bon printemps des sciences à toutes et tous.